Salut les B-Minders, bienvenue dans un nouvel épisode de B-Mindset. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, ou en tout cas le deuxième plaisir de recevoir à nouveau Sean de Upside Strength sur ma page pour un podcast orienté forcément longévité, bien-être, santé. Une petite présentation à nouveau, même si vous connaissez forcément Sean qui intervient beaucoup dans beaucoup de podcasts autour de cette thématique-ci, mais aussi et surtout autour des tout ce qui touche le système cardiovasculaire, la VO2 max et aussi la longévité. Installé en Suisse depuis un petit moment, et Sean est reconnu pour son approche fondée sur la science, sa pédagogie claire et sa capacité à traduire de manière simple des choses qui sont complexes. Et c'est ce pourquoi je me tourne vers toi aujourd'hui. C'est cette capacité que tu as à faire de la vulgarisation scientifique. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et on en a grand besoin pour bien comprendre les principes, les mécanismes qui sont derrière des choses assez compliquées. Dans cet épisode, on va plonger ensemble dans un sujet crucial qui est comment ton cœur et ton souffle influencent ton espérance de vie, ta santé métabolique, mais également ta vitalité. Et comment bien t'entraîner pour les optimiser. Salut Sean, Salut Alex, comment tu vas? ça va et toi? Ouais, c'est un plaisir d'être de retour sur le podcast et de pouvoir échanger avec toi avec tous ces beaux sujets en ligne de mire. Je me réjouis de faire le tour avec toi. Excellent. Quelles sont les actus? On peut commencer par ça de ton côté? Ouais, les actus avec grand plaisir. Début d'année où j'ai eu pas mal de déplacements professionnels. J'ai pu intervenir dans quelques clubs sportifs, notamment dans le foot, avec deux gros clubs en France. J'ai pu intervenir dans des centres de formation aussi, que ce soit CQP, BPGEPS ou éducation continue pour des entraîneurs de ski de fond également. J'ai pu travailler avec les pompiers professionnels dans la ville à côté de chez moi sur 2 jours de formation. On avait commencé l'an dernier, on a continué cette année. Donc, pas mal de chouettes expériences et d'opportunités de transmission. Et comme tu l'as dit, d'essayer de vulgariser, d'apporter des choses, certes avec une tangente scientifique, mais je pense que à choisir, je pense que ma casquette de coach, elle reste quand même toujours la plus importante parce que qui dit coach dit terrain. Et la science, ça peut nous apprendre énormément de choses et c'est extrêmement intéressant. Mais je pense qu'il faut jamais se détacher de la réalité du terrain parce que les études, c'est pas la vie. Et donc la vie reste toujours au premier plan. Donc voilà, quelques mois qui étaient bien organisés autour de ça. Des chouettes projets perso qui nous attendent dans les 2, 3 mois qui viennent. Mais je vais attendre un petit peu avant d'en dire plus. Mais voilà, un gros chapitre qui va se tourner pour nous. Mais écoute, les choses vont bien. Le garçon, il fait du basket, il fait du vélo. Lynn, ma femme, va bien aussi. Le chien va bien aussi. Donc voilà, la famille s'est agrandie l'année dernière avec un chien qu'on a adopté. Il s'appelle Beau. Il a 5 ans maintenant. On l'a adopté à la SPA. On pense que c'est un setter irlandais mélangé avec un cocker. On ne sait pas exactement d'où il vient ou de quoi il est fait, mais vu son amour pour les oiseaux et vu comme il est construit, on pense que c'est à peu près ça. C'est un plaisir de devoir sortir tous les jours, au moins 2, 3 fois. Déjà pour lui et puis pour notre santé à nous, c'est bien aussi. On pourra certainement revenir dessus. Donc voilà un petit peu ce qui se passe à ce moment-là. Et le jour où on enregistre ce podcast, dans 2 jours, on se déplace dans le sud de la France avec ma femme pour aller assister au French Throwdown 2025 à Montpellier. Et touchons du bois, voir Claudia se qualifier pour les Games pour la deuxième année consécutive. Mais quoi qu'il arrive, passer un bon moment avec toute la communauté CrossFit, rencontrer du monde, échanger. Et voilà, sortir un petit peu de la maison, ça fait du bien aussi quand même. Carrément. Bah écoute, c'est un bon début d'année ça, hein. Pas mal de choses, pas mal d'actu. Et le principal, c'est que tout le monde ait la forme et tout le monde soit en santé. Et ok, bah écoute, moi je vais commencer par te raconter une petite histoire rapidement pour lancer un peu le sujet. Un ami à moi qui a un peu plus d'une quarantaine d'années, qui pratique le sport à bon niveau. S'est blessé récemment, une grosse blessure, obligé d'être alité pendant un petit moment. On a pu échanger un petit peu au téléphone. Il me racontait que, comme quoi, bah, il avait l'impression de fondre un peu de partout. Il m'a posé une question que j'aimerais que te reposer. C'est après 3 semaines d'alitement.
est-ce que c'est pire que 30 ans de vieillissement? C'est une bonne question, c'est intéressant comme concept. Alors, je vais commencer par dire que l'alitement, clairement, c'est une des pires choses qui peut nous arriver au niveau de la santé et de la forme physique, simplement parce que le corps, il est très, très efficient et il va se débarrasser de ce que tu n'utilises pas. Donc, dès le moment où tu ne bouges plus, eh ben, il va partir du principe qu'on va économiser de l'énergie, on va se débarrasser de toute cette masse musculaire superflue, on va se débarrasser de toute cette capacité musculaire, cardiovasculaire, etc. Et ça, forcément, oui, ça te fait revenir en arrière assez loin. Après, est-ce qu'on peut le comparer directement à des années de vieillissement? C'est forcément difficile de faire le parallèle parce que le vieillissement, il n'est pas pareil pour tout le monde. Le Mhm. vieillissement d'un sédentaire, c'est pas le même vieillissement qu'une personne qui est active, qui prend soin de son sommeil, sa nutrition, son stress, ses activités physiques. Donc, je dirais que ça va s'y apparenter potentiellement. Je dirais que la chance que tu as, entre guillemets, avec l'alitement, c'est que c'est temporaire et c'est que c'est réversible. Alors oui, ça va te prendre du travail et du temps pour revenir à ton état initial, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui se passent avec le vieillissement que tu peux mitiger avec l'entraînement. On pense à la densité osseuse, on pense à la masse musculaire, on pense au développement cardiovasculaire aussi. J'avais entendu malheureusement quelqu'un me poser la question il y a quelques temps. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo parce que ça m'avait un petit peu fait dresser le poil. Une personne de 40 ans qui est allée faire un test d'effort en labo avec un médecin du sport et le médecin du sport lui avait dit, voilà, tu as une VO2, vous avez une VO2 de 40 millilitres par kilo par minute, ce qui est, on va dire, typique pour une personne qui est peut-être modérément active. Et il a dit, ah, mais vous en faites pas, de toute façon, vous êtes trop vieux pour pouvoir l'améliorer. Et ça, c'est un énorme mensonge. D'ailleurs, Véronique Bilat avait montré que même pour des nonantagénaires, donc des personnes qui ont 90 ans et plus, pour les non-suisses qui nous écoutent, 90, c'est 90 en Suisse, et avait montré qu'on pouvait augmenter les capacités physiques, la VO2 max, même à un âge très très avancé. Donc, je pense qu'il faut sortir ce mythe vraiment des conversations et se dire qu'il n'y a pas d'âge pour être en meilleure santé, il n'y a pas d'âge pour se remettre en condition physique. Et forcément, il faut commencer à la hauteur où tu te trouves maintenant. C'est-à-dire que si tu t'entraînes pas du tout, ben peut-être que la première étape, c'est de sortir marcher tous les jours pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, sur quelques semaines, de faire évoluer ça vers une heure et demie, de progressivement inclure du renforcement musculaire, des entraînements en endurance un petit peu plus soutenus. Mais quoi qu'il arrive, c'est jamais trop tard. Et le meilleur moment pour commencer une activité physique, c'est hier. Et donc, pour revenir à ta question initiale, je dirais que oui, malheureusement, ça va avoir des conséquences assez drastiques sur le corps au niveau des pertes de capacité. Mais ton ami, j'espère, pourra se remettre en jambes et reprendre le sport et se remettre en condition. Et en plus de ça, le corps, il n'oublie pas d'où il vient. Donc, j'appellerais pas ça de la mémoire musculaire nécessairement, mais on a une capacité plus, un petit peu plus, c'est un petit peu plus facile de regagner quelque chose que tu avais déjà par rapport au fait de développer des choses que tu n'avais jamais développées auparavant. Mhm. Donc je pense il y a cet avantage-là aussi, même si tu es très actif, qu'il a dû s'arrêter, il va pouvoir reprendre et il va pouvoir retrouver son niveau. Alors rapidement, je lui le souhaite, mais quoi qu'il arrive, plus rapidement que quelqu'un qui commencerait de zéro sans antécédent d'activité physique. Ok. Hyper intéressant parce que moi, quand il m'a posé cette question-là, le parallèle que je peux faire avec, entre guillemets, monsieur et madame tout le monde, qui ont tendance à être sédentaires, c'est comprendre que, effectivement, même si vous êtes à un point aujourd'hui A où vous faites pas grand-chose, vous n'êtes pas forcément alité, mais vous bougez pas beaucoup et vous sentez un peu votre santé se détériorer, vous n'êtes pas au top. C'est jamais trop tard pour se relancer la machine ou pour lancer la machine et faire en sorte d'avoir une meilleure santé demain. Et ça commence par beaucoup de petites choses qu'on va évoquer aujourd'hui et des choses simples. Voilà, c'était pour moi une bonne porte d'entrée pour lancer le sujet. Merci pour cette réponse super claire. L'autre point, et ça c'est un de tes domaines de spécialité, je dirais, c'est comprendre pourquoi la VO2 max aujourd'hui, elle est considérée comme un biomarqueur ultime de la longévité. Une des raisons pour lesquelles c'est au centre des conversations, c'est que c'est pas très compliqué à mesurer.
Ok. Parce que à choisir, il y a peut-être d'autres marqueurs qu'on pourrait utiliser pour la longévité, la santé et même la performance en endurance, mais qui vont être beaucoup plus difficiles à quantifier de manière chiffrée, qui vont demander des tests beaucoup plus poussés en labo. Par exemple, on peut penser au développement mitochondrial, donc le développement à l'intérieur même des muscles. C'est tout ce réseau de centrales électriques, énergétiques du corps humain qui est développé avec l'entraînement en endurance et perdu aussi avec l'arrêt de l'activité physique. Et ça, on sait que les mitochondries sont vraiment au centre de la conversation quand on parle tant de la performance sportive, en tout cas en endurance, et au niveau de la santé, c'est non seulement la centrale énergétique du corps humain, mais c'est également maintenant considéré comme des cellules immunitaires. C'est des organelles qui ont une influence sur le fonctionnement des organes vitaux, du cerveau, sur le risque que tu as de maladies neurodégénératives. Je veux dire, c'est vraiment lié à absolument tout ce qui se passe dans le corps. Donc, pour fermer ma petite parenthèse, je dirais que voilà, il y a peut-être d'autres marqueurs qui peuvent être très très intéressants, mais qui sont plus durs à quantifier parce qu'il faut une biopsie, parce qu'il faut des choses très très poussées. Alors que la VO2 max, c'est quelque chose qu'on va pouvoir, alors oui, tester sur un test en labo avec les échanges gazeux, avec des outils de mesure, mais c'est quelque chose qu'on peut maintenant estimer de manière assez correcte, même avec les montres. Les montres, typiquement, les montres connectées, si tu t'entraînes régulièrement et que tu logs tous tes entraînements via la montre, notamment par exemple en course à pied, mais aussi en vélo, la montre va pouvoir estimer ta VO2 max. Alors, il y a certaines considérations à prendre par rapport au type d'entraînement que tu fais et dans quelle mesure ça peut surévaluer ou sous-évaluer ta VO2 max potentiellement. Mais concrètement, je dirais que ça se rapproche assez de la réalité pour être pertinent comme mesure un petit peu générale. Et donc, un des intérêts de cette VO2 max, c'est que elle se trouve à l'intersection, d'après la recherche qu'on a actuellement, la longévité, la qualité de vie. Et de tête, il me semble que si tu te trouves dans le 90e percentile, donc tout en haut en termes de la distribution dans la population de VO2 max, donc si tu as une VO2 max qui est très haute, ton risque de toute cause mortalité, il est quelque chose comme 5 fois moins important que quelqu'un qui est dans le 20e percentile, donc dans le bas du tableau en termes de VO2 max. Donc, toutes choses confondues, c'est quelque chose de très très puissant à ce niveau-là. Et après, quand on parle d'endurance et de performance sportive, on sait que la VO2 max, c'est pas ce qui va te faire gagner la course. Ce qui veut dire que, parce que sinon ce serait trop simple, on va tous dans le labo, on mesure son VO2 max, qui a la plus grande gagne, et puis c'est fini, hein. Il n'y a même pas besoin de s'aligner sur sur la ligne de départ. Mais en endurance, on sait que si tu veux performer à un haut niveau dans un sport d'endurance, un des prérequis, c'est d'avoir un grand VO2 max. Donc, il faut une capacité à utiliser l'oxygène qui soit considérable. Après, il y a d'autres facteurs qui viennent en compte dans la performance. Mais donc, c'est une des raisons pour lesquelles ce VO2 max, c'est un peu le centre de la conversation ces temps-ci, c'est qu'on peut facilement le mesurer. C'est une mesure maximale aussi. Il y a d'autres points qui sont intéressants, mais qui, encore une fois, sont peut-être plus difficiles à retrouver. Mhm. C'est quelque chose qui est disponible partout aujourd'hui via les montres connectées. Je ne sais pas si on n'avait pas tous une montre connectée qui nous donnait notre VO2 max après chaque entraînement. Je ne sais pas si on en parlerait autant. On en Ah, parlerait quand même forcément. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'est vraiment à la croisée des chemins entre la longévité, la qualité de vie, le inversement corrélé à toute cause mortalité et également un prérequis important pour la performance en sport d'endurance. donc c'est clairement essentiel et central, que ce soit d'un point de vue santé et performance. Exactement. Donc on rappelle rapidement pour les plus novices ce qu'est la VO2 max. Donc le VO2 max, consommation maximale d'oxygène. C'est la quantité d'oxygène que ton corps peut consommer typiquement par minute et elle peut être exprimée en valeur absolue. Donc on va parler de soit des litres, soit des millilitres d'oxygène par minute, donc par unité de temps. Et on peut donner une mesure relative, c'est-à-dire relative au poids de corps. Dans ce cas-là, on va prendre par exemple euh, c'est, euh, par exemple, tu consommes 4 litres d'oxygène par minute et tu pèses 80 kilos, ben, ça va te donner une VO2 max relative de 50 millilitres par kilo par minute. Ok. Donc on peut l'exprimer dans les deux unités. Typiquement, c'est utilisé de manière relative par rapport au poids de corps. Et
il y a deux composantes principales de la VO2 max au niveau physiologique, au niveau comment ça se manifeste dans le corps. Il y a déjà le débit cardiaque, combien de sang peut battre ton cœur par minute dans ce cas-là, parce que forcément, qui dit sang dit oxygène, et c'est dans le sang que se trouve l'oxygène que tes muscles vont ensuite utiliser. Et ça nous mène à cette deuxième composante qu'on appelle la différence artério-veineuse, c'est-à-dire en gros, tu as peut-être 99%, tu as un sang qui arrive dans les capillaires musculaires qui est saturé à 99% en oxygène. Et ben, quand il repart dans le système veineux, il va avoir un pourcentage qui est moindre parce que forcément, ton muscle a pu extraire une partie de cet oxygène. Et donc, si tu prends la quantité de sang totale, pour faire simple, et combien d'oxygène tu as pu extraire au niveau du muscle, et que tu prends ces deux paramètres, c'est l'équation, si tu veux bien, Ok, de la VO2 max. ok. Tu parlais tout à l'heure des différentes manières de mesurer cette VO2 max. Euh, pour toi, c'est comment on fait pour mesurer de manière fiable cette fonction cardio-respiratoire en fait. Est-ce que la montre c'est suffisant? Est-ce que forcément faire un test sur tapis? Explique-nous un petit peu comment pour toi c'est le plus optimal de mesurer cette VO2 max. Alors, si tu as une montre connectée, que tu t'entraînes régulièrement et que tu as un entraînement qui est plutôt bien équilibré en termes du type d'intensité que tu vas faire à l'entraînement, on peut parler de course à pied, de vélo ou autre modalité d'endurance, à ce moment-là, tu peux, avec pas mal de fiabilité, utiliser la valeur de VO2 max que ta montre te donne. Alors, il ne faut pas jurer sa vie dessus, mais de toute Ok. façon, on n'est pas à un point près, hein. Après, pour voir les grandes tendances, pour voir le développement dans le temps, typiquement, de toute façon, tu verras que si ta VO2 max te dit, si ta montre te dit que ton VO2 max augmente, tu vas certainement voir ça, que ce soit corrélé à une meilleure performance dans tes entraînements de manière générale. Peut-être que tu as augmenté ton volume d'entraînement récemment, peut-être que tu as mieux équilibré tes intensités dans la semaine pour avoir un meilleur développement global. Donc, dans ce cas-là, tu peux te fier à la montre. Il y a une chose à considérer, c'est comment la montre, elle calcule, ou elle estime en fait, parce que c'est plus une estimation c'est pas une mesure, c'est une estimation Ok. vis-à-vis de la montre. Et typiquement, elle va prendre tes fréquences cardiaques à l'entraînement, couplées avec tes performances, donc que ce soit des allures ou des vitesses en course à pied, ou alors des watts sur un vélo pour les différents entraînements. Et ils vont utiliser leur modèle de big data avec toutes les mesures qu'ils ont collectées chez Garmin et qui collectent tous les jours chez toutes les personnes qui utilisent leur matériel pour avoir un ordre d'idée de où tu te trouves par rapport à ton VO2 max. D'accord. Donc, ce qu'il faut considérer, c'est que si par exemple, tu es en saison hivernale, tu fais du cyclisme et pendant 2 mois, tu te dis, voilà, l'année dernière, j'ai fait trop d'intensité trop tôt, il faut vraiment que je construise une bonne base. Et tu te dis, pendant voilà, 2 mois, je vais faire principalement de la basse intensité. Tu vas bouffer des gros volumes d'entraînement, mais ça va pas être très très intense. Bah forcément, ton cœur va pas beaucoup monter à l'entraînement. Et donc, dans une phase comme ça, typiquement, ta montre, elle va te dire que ta VO2 max, elle a baissé. Parce que Ok. tu vas pas taper dans des fréquences cardiaques qui sont plus hautes. Donc lui, il lit ça comme, ah bon, bah, on va pas taper plus haut, donc ça va forcément descendre. Donc c'est pour ça que je disais, si tu n'as pas un entraînement qui est équilibré et que tu as une phase qui va être un petit peu spécifique comme celle-ci, là, il faut prêter un peu moins attention à ce que te dit ta montre. Parce qu'elle ne va pas avoir en fait l'amplitude de data nécessaire pour pouvoir faire les bonnes estimations par rapport à ton état actuel. Donc ça, je dirais que c'est une manière d'estimer son VO2 max. C'est tout à fait pertinent de regarder sa montre pour avoir un ordre d'idée général. Ok. D'accord? Après, tu peux aller en labo et faire un test d'effort où on va mesurer. Là, c'est vraiment pas une estimation, c'est une mesure parce qu'on va littéralement quantifier combien d'oxygène rentre, combien d'oxygène ressort. Et en sachant un peu de choses, pour simplifier, en gros, tu as le volume d'air que tu vas bouger en 1 minute. Donc, par exemple, si tu es à haute intensité, tu vas peut-être bouger 140 litres d'air dans la minute. Et en sachant qu'il y a, ben, quoi, il y a 21% d'oxygène dans l'air au niveau de la mer, si on veut faire simple. Et quand tu vas expirer l'air après avoir utilisé cet oxygène, eh ben, tu auras peut-être 17%, quelque chose comme ça. Et donc, c'est ce delta de 4% entre 21 et 17, multiplié par le volume d'air que tu as bougé dans la minute,
ajustés par rapport à des choses un petit peu compliquées qu'on va éviter d'aborder maintenant, qui nous permettent de déterminer, voilà, tu as consommé tant d'oxygène dans la minute qui vient de se passer. Et ça, forcément, ça va être typiquement fait sur un test progressif. On peut appeler ça un test triangulaire, où on a une augmentation progressive de l'intensité jusqu'à l'échec. Les valeurs qu'on va retrouver tout en haut du test, donc à la fin du test, juste avant que tu t'atteignes ton échec, c'est typiquement ça qu'on va prendre comme valeur de référence pour le VO2 max. Donc ça, ce serait une manière d'estimer avec la montre, une manière de véritablement mesurer. Et après, tu as plein de tests de terrain qui te permettent, via des calculs qui, encore une fois, vont être d'ordre généraux, c'est-à-dire que c'est des calculs qui vont fonctionner pour la moyenne des gens, Mhm. hein, et donc ça reste, encore une fois, une estimation. Mais tu peux aller faire un test 5 minutes sur le vélo. J'avais créé des calculateurs là-dessus, je pourrais te les partager si tu le souhaites. Donc tu peux faire un test 5 minutes sur vélo, tu rentres les watts que tu as fait sur 5 minutes, tu rentres ton poids de corps, ça te fait un calcul, ça t'estime ton VO2 max. Des tests que tu peux faire en course à pied, le test Cooper par exemple, le fameux test 12 minutes en course à pied, là aussi tu rentres la distance parcourue et ça va te calculer, ça va te calculer ton VO2 max. Donc ça, ce serait une troisième manière de le faire, de manière à l'estimer. Mais ça va plutôt être basé, voilà, sur un test d'effort qui typiquement est un test, alors pas un test d'effort, pardon, mais un test de terrain, un effort maximal sur le terrain, qui, je dirais, le rend assez accessible à tout un chacun pour quiconque s'entraîne régulièrement et est capable de fournir des efforts maximaux. Ça peut être une voie intéressante si on veut connaître son VO2 max. Ok. Bien. Donc, trois grands. Je reprends toujours un petit peu ce que tu dis pour être sûr d'avoir bien tout capté. Donc, trois grandes manières de mesurer cette VO2 max. Soit se Mhm. fier à la technologie, à sa montre connectée qui va vous donner les indicateurs en partant du principe où vous avez une méthodologie d'entraînement assez variée pour que les données soient les plus fiables possibles. Mhm. Concrètement, si vous faites que de la basse intensité et que jamais vous tapez dedans, bah, vous n'aurez pas forcément une mesure juste, si j'ai bien compris. C'est ça. Ensuite, le deuxième point, c'est bah, aller faire un test en labo ou aller voir Sean pour faire un petit test. Moi, je l'ai fait, je vous invite à le faire. C'est hyper intéressant de se mettre dans des conditions de test comme ça. Et puis, le temps d'une journée, on a l'impression d'être un athlète de haut niveau. Et puis, dernier point, c'est effectivement, il existe ce qu'on a fait depuis des années, moi en tant que préparateur physique, en début de saison ou à des moments bien précis dans l'année pour évaluer vos capacités. Donc, un Cooper, un demi-Cooper, un Vameval, voilà, tous ces tests que vous pouvez retrouver, les, euh, les protocoles sur Internet. Voilà, c'est trois grands axes pour mesurer sa VO2 max et savoir si on est en forme ou pas. Derrière, après, ça donne lieu à un chiffre et comment évaluer si on est bien ou pas bien. Est-ce que tu peux rapidement nous donner les mesures, même si c'est en fonction de l'âge et du sexe, nous donner à peu près des grandes idées dans quelle zone on est bien, dans quelle zone on n'est pas bien, dans quelle zone on est vraiment pas bien et dans quelle zone on est vraiment très bien. Je pense que de manière très très générale, au niveau de la population, on peut dire que je dirais qu'en dessous de 40, c'est bas. Ok, Je dirais qu'entre 40 et 50, c'est bien. En dessus de 50, c'est très bien. Et en dessus de 60, c'est très très bien. Si on devait avoir quatre ok. niveaux distincts, donc ça donne des fourchettes très très simples. Et ce que je dis là, c'est pas basé sur une étude scientifique quelconque. C'est simplement, voilà, la distribution typique que l'on va voir. Chez les personnes qui sont actives, qui sont en bonne forme physique, on va typiquement être entre 40 et 50. Donc c'est pour ça que c'est bien. C'est suffisant, je dirais. Mais forcément, on peut toujours faire mieux. Et à un moment donné, forcément, il y a aussi le temps que ça va prendre à investir pour les retours que ça va te fournir. Plus tu montes, plus c'est difficile de le faire monter, hein. Mais voilà, je dirais qu'en dessous de 40, c'est bas, entre 40 et 50, ça va. En plus de 50, c'est bien. Plus de 60, on est déjà très bien. Les meilleurs, les tout meilleurs athlètes, on va monter dans les hauts 80 pour les femmes, à plus de 90 pour les hommes. Mais voilà, c'est des gens qui s'entraînent depuis 15 ans, tous les jours, 25 à 35 heures par semaine. Donc, c'est un métier à ce stade, c'est plus juste quelque chose que tu fais à côté pour rester en bonne santé.
Et ça a d'autres répercussions et d'autres contraintes également, forcément. Mais voilà, je dirais que si tu peux viser 50, tu peux déjà être content de ta forme physique, ouais. Ok. Et donc la question qui vient derrière ça, logiquement, c'est comment améliorer sa VO2 max? S'entraîner en endurance de manière régulière et de manière équilibrée. Donc, déjà, je veux mettre en avant le fait que la régularité d'entraînement, à mon avis, c'est le paramètre le plus important et c'est celui dont on parle jamais. Ouais. C'est-à-dire que c'est plus important de rester régulier dans tes entraînements chaque semaine, chaque mois, chaque année, plutôt que de faire un camp de dingue pendant 2 semaines parce que tu t'es dit que c'était le 1er janvier et puis qu'il fallait changer les choses, mais que derrière, tu abandonnes pendant 3 semaines parce que tu t'es flingué ou parce que tu as trop fait et puis parce que tu pouvais simplement pas supporter ce que tu faisais. Donc, la régularité, ça devrait être l'objectif numéro un. C'est ce qu'on devrait enseigner aux enfants à l'école, c'est ce qu'on devrait nous enseigner à nous aussi vis-à-vis du sport, c'est la régularité qui va faire le résultat dans la durée. Parce qu'il n'y a pas de gain facile, il n'y a pas de gain instantané, ça va prendre du temps, mais pour que ça paye dans la durée, il faut de la régularité. Donc, on essaye de maintenir un entraînement régulier, un entraînement dont on peut récupérer. Parce qu'encore une fois, si tu t'entraînes à bloc pendant 3 semaines, mais après tu es obligé de prendre 3 semaines off parce que tu es tombé malade, tu t'es blessé, puis après tu avais une semaine de vacances, puis après au final tu recommences à zéro, c'est beaucoup moins intéressant que si tu avais fait un petit peu moins par semaine, mais que tu avais gardé cette régularité, cette consistance de semaine en semaine. Et après, bien équilibré, ça veut dire quoi? Je dirais que sur l'année, peu importe ta discipline sportive, on va dire clé, ou si tu as des compétitions que tu vas faire, au niveau de ton endurance, tu devrais aller toucher tous les types d'intensité, tous les types d'entraînement à certains moments de l'année. Je donne un exemple très très concret. Si tu t'entraînes pour du semi-marathon, par exemple, donc ton allure de course, elle va être, on va dire, à moyenne intensité. On peut parler d'allure tempo, par exemple, zone 3. Eh ben, si tu fais que ça toute l'année, alors tu peux avoir une très bonne condition physique en faisant de la basse et de la moyenne intensité, mais si tu vas jamais taper dans le haut du tableau sur la haute intensité, peut-être même sur un petit peu de travail de vitesse de temps en temps, bah forcément il va te manquer cette portion haute sur ce spectre d'intensité. Et pour revenir un peu en arrière, pour moi le spectre d'intensité il comporte quatre niveaux différents, quatre types d'intensité différentes. Et sans aller dans les termes techniques, on peut parler de la basse intensité, de la moyenne intensité, de la haute intensité et de la très haute intensité. Et encore une fois, l'idée, ce serait d'explorer la totalité de ce spectre dans l'année, au cours de l'année. Donc, on revient à l'exemple du semi-marathon. Et ben, forcément, plus tu te rapproches de ta course et plus tu vas devoir faire des entraînements qui sont spécifiques au semi-marathon, c'est-à-dire faire des entraînements à allure de course et qui vont typiquement être de l'ordre de la moyenne intensité si on prend les 4 niveaux dont on a parlé avant. Forcément, si on a un entraînement qui est bien structuré, on aura toujours une base de basse intensité. Ça va rester une constante dans tout programme d'endurance qui tient la route. Dans la durée, il faut une base d'endurance fondamentale parce que ça te permet en fait de mieux tolérer tout ce que tu vas mettre par-dessus, qu'elle soit moyenne, haute ou très haute, les autres types d'intensité. Donc, à l'approche de ta compétition, tu vas faire ce qu'on appelle de l'entraînement avec une distribution pyramidale, ce qui veut dire une grosse partie de basse intensité ou une base de basse intensité, et ensuite une prépondérance de moyenne intensité avec peut-être un petit peu de haute intensité, mais en gros, c'est pas une histoire de chiffres ou de pourcentage, c'est dans les grandes proportions. C'est-à-dire que si tu t'entraînes, je sais pas, 3 fois semaine, tu vas peut-être faire semaine A, tu vas faire deux basses intensités, une moyenne intensité, et puis semaine B, tu vas faire une basse intensité, deux moyennes intensités. Et puis peut-être que toutes les 4 semaines, tu vas quand même faire un petit rappel de VO2 max pour garder un petit peu de vitesse, un petit peu d'aisance à ces vitesses et ces intensités un petit peu plus hautes. Donc là, on parlerait d'une distribution pyramidale. Ok. Mais peut-être qu'en début de saison, quand tu es loin de ta compétition, eh ben, tu veux quand même développer cette VO2 max, tu veux quand même pouvoir courir un petit peu plus vite. Et là, ce serait le moment opportun d'aller explorer la haute intensité. Donc de faire du travail type VO2 max avec du fractionné, qui soit court ou long, ça on peut revenir dessus après. Et là, typiquement, on aurait ce qu'on appelle une distribution polarisée, c'est-à-dire une prépondérance de basse intensité, et ensuite de l'autre côté, plutôt de la haute intensité.
Et en fait, ça va être deux phases distinctes. On peut parler d'une phase générale, où on va développer des qualités d'endurance générale, notamment celle de la VO2 max pour quelqu'un qui fait du semi-marathon. Et ensuite, on va tendre vers une phase dite spécifique, où là, on va travailler les allures de course, les qualités physiologiques spécifiques à la discipline. Et forcément, ce séquençage du polarisé vers le pyramidal, il va s'inverser pour quelqu'un qui prépare par exemple un 5 km sur route. Parce que le 5 km, lui, ça va plutôt être de la haute intensité lorsque tu Hmm. fais l'effort, hein. Et donc, en début de saison, tu vas plutôt faire du pyramidal, basse, moyenne intensité. Et plus tu te rapproches de ton 5 kg, et plus tu vas faire du travail à haute intensité et du travail à allure de course spécifique à ta discipline. Ok, et si on ramène ça monsieur, madame, tout le monde, tu m'excuseras, je vais mettre mes lunettes parce que moi aussi, je vais bientôt avoir 40 ans et j'ai, pour la première fois de ma vie, des lunettes. Et, Ça arrive à tout le monde. devant les écrans, j'en ai besoin. Donc, si on ramène ça dans un cadre santé, dans un cadre longévité, monsieur, madame, tout le monde qui entend ce podcast et la recommandation, bah, il faut améliorer sa VO2 max pour espérer vivre longtemps et bien. Euh, voilà, quel reco et comment le faire? Eh ben, je prendrais ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire les différentes phases d'entraînement. Une phase plutôt pyramidale avec une prépondérance de basse intensité et de la moyenne intensité. La moyenne intensité, ça peut être de l'entraînement au tempo, l'entraînement au seuil, donc des entraînements plutôt soutenus et extensifs, d'accord? Et on va parler ici des efforts qui typiquement tombent entre 4 et 7 sur 10 en termes de difficulté. Donc, c'est dur dans les jambes, on a une respiration qui est soutenue, mais c'est soutenable. C'est pas des efforts maximaux. Ça veut dire qu'on finit la séance, il nous reste facilement deux, trois intervalles sous le pied si on voulait vraiment y aller. Mais on garde un petit peu de marge. Et là, le but, c'est de progressivement rendre les séances un petit peu plus longues, rajouter un intervalle, rajouter 1 ou 2 minutes par intervalle et extensifier l'effort. Et sur l'autre phase dont on a parlé, la phase polarisée, on a de la haute intensité. Et ben là, les efforts intenses qui vont de toute façon être couplés à des efforts de basse intensité, hein, pour garder cet équilibre dans le développement et dans la récupération aussi, ça c'est très très important. On peut faire que de la haute intensité, mais on ne peut pas le faire pour toujours. Il y a un moment donné où ça va nous retomber sur le coin du nez, donc l'approche la plus sûre, c'est de garder un équilibre avec la basse intensité. La haute intensité, soit dit en passant, qui est très très efficace pour développer les qualités cardiovasculaires, pour développer le VO2 max également, notamment pour les débutants qui en font peu. Et donc de ce côté-là, on va être sur des efforts qui sont plutôt courts et intenses. On peut parler du fractionné, du fameux 30-30. On peut parler des fractionnés 40-20. On peut faire des efforts d'une minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et là, ça va typiquement être 8 sur 10 et au-dessus. Donc là, quand tu finis ta séance, peut-être qu'il te reste un intervalle sous le pied encore, mais t'as cravaché, c'était dur, ça fait très mal dans les jambes. Au niveau respiratoire, c'est très très difficile, hein. C'est d'ailleurs une des choses qui font que ce genre de travail est assez désagréable au niveau des sensations par rapport à un travail de moyenne intensité, bah parce que en fait, on arrive dans un état physiologique où le corps peut plus maintenir son équilibre interne. Là où à moyenne intensité, c'est dur, c'est soutenu, mais c'est soutenable parce qu'on arrive à maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie interne au niveau métabolique, alors que quand tu vas au-delà de cette moyenne intensité, quand tu passes à haute intensité, eh ben, entre guillemets, tout fout le camp et ton corps n'arrive plus à stabiliser les choses. Alors, tu peux quand même faire plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes si tu le découpes en petits morceaux par entraînement à ce genre d'intensité, mais c'est beaucoup plus contraignant, du coup beaucoup plus efficace aussi, surtout si tu n'en fais jamais. Mais il faut pouvoir équilibrer ça, comme on a dit avant. Et donc, pour revenir à ta question, pour monsieur, madame, tout le monde, comment est-ce qu'on va organiser ça dans l'année? Si tu n'as pas d'objectif défini en termes de course, en termes de distance, etc., eh ben, je te dirais, fais 2 à 3 mois de pyramidal avec de la basse et de la moyenne intensité en augmentant progressivement la durée et la difficulté de tes séances de moyenne intensité. Et ensuite, tu peux basculer sur peut-être 6 à 10 semaines de travail polarisé où on va maintenir cette base de basse intensité, mais cette fois, au lieu de faire de la moyenne intensité, on va passer sur de la haute intensité. Et si tu bascules en fait entre ces deux approches, ou ces deux, on appelle ça des distributions d'intensité, ces deux phases d'entraînement, et ben, tu peux simplement passer de l'une à l'autre 2, 3 fois dans l'année.
et continuer à développer ta condition physique de manière bien équilibrée. Tu as exploré les différentes cases de ce spectre d'intensité, tu as développé le VO2 max, tu as développé ta capacité à tenir des efforts plus longs. Petit à petit, avec tout ça, potentiellement, ton volume d'entraînement va augmenter légèrement. Ça peut se compter en kilomètres par semaine, ça peut se compter en heures par semaine. Mais l'idée, c'est garder ce principe de progressivité qui est extrêmement important et surtout très très important en course à pied si on veut éviter de se blesser. Parce que la course à pied, avec la charge mécanique que ça impose sur le corps, qui est bénéfique si tu peux bien l'absorber, mais qui peut être à double tranchant si tu cours pas du tout et que tu débutes du jour au lendemain à faire trois courses, dont deux intenses, eh ben, je peux te dire que dans 3 semaines, tu auras mal au tibia et tu seras obligé de faire beaucoup moins, voire de switcher sur du vélo pour te remettre de tes périostites, etc. Donc, progressivité, c'est le maître mot. Faire un genre d'entraînement et le progresser régulièrement, c'en est un autre, mais après, pas avoir peur de changer son approche à l'entraînement tous les 2, 3 mois, histoire de garder les choses fraîches, hein. Quand on parle des progrès de débutants, c'est pas juste un concept abstrait, c'est véridique. Le meilleur entraînement, c'est celui que tu n'as jamais fait parce que ton corps s'adapte mieux à quelque chose qui est nouveau. Tout stimulus qui est nouveau a un effet en fait qui est plus important que quelque chose que tu as déjà fait depuis des mois, voire même des années. Et donc c'est là où c'est intéressant aussi de basculer d'une phase à l'autre. C'est parce que la nouvelle phase que tu attaques, eh ben, c'est potentiellement des entraînements que tu n'as pas fait depuis un petit moment. Donc ton corps, il s'est resensibilisé à ça, il va pouvoir mieux répondre, mieux s'adapter et ça te donne de nouveau cette marge de progression pour avancer. Ok, ok, clair. Quel, Une fois de plus, je me mets je me mets dans la peau de monsieur, madame, tout le monde. Euh, Quelqu'un qui n'a pas le temps, qui est pris par le travail ou qui est pris par une vie de famille très intense avec des enfants en bas âge, qui a le temps de s'entraîner qu'une seule fois par semaine. Est-ce qu'une fois par semaine, c'est suffisant pour pouvoir améliorer sa VO2 max? Et si oui, sous quel format? Est-ce qu'on privilégie la moyenne, la haute, la basse intensité? Alors, j'irai un petit peu à l'encontre de ta question parce que, à mon sens, c'est mieux d'avoir un micro-dosage de l'entraînement qu'une grosse séance dans la semaine pour espérer garder sa condition ou même l'améliorer. Alors, est-ce qu'on peut développer sa condition physique avec une séance par semaine? Oui, si avant tu faisais 0 séance par semaine ou alors une petite séance par semaine et que là, du coup, tu fais une grosse séance par semaine, tu vas pouvoir continuer à t'améliorer jusqu'à ce que ce soit plus suffisant. Et donc, dans ce cadre-là, à mon sens, essayer d'être plus régulier, même si c'est beaucoup plus court. Donc, par exemple, tu te dis, ouais, je peux faire qu'un entraînement par semaine parce qu'il me faut minimum 1 h 15, 1 h 30 pour faire une grosse séance. Et ben, je pense que recadrer un petit peu la perspective et se dire, c'est mieux de faire 20 minutes 3 à 4 fois dans la semaine que de faire un gros entraînement d'1 h 30. Et je pense que ce levier de fréquence d'entraînement, il n'est pas assez utilisé parce qu'on se dit pour que la séance elle soit efficace ou elle soit pertinente, il faut que je fasse minimum une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure. Et ben, sur le papier, c'est cool, mais encore une fois, dans la réalité, faire un petit peu fréquemment, ce sera mieux que de faire beaucoup une fois. Donc moi, je conseillerais d'essayer de trouver des stratégies pour voilà, être actif 20, 30 minutes par jour, même si c'est pas tous les jours, eh ben, des fois c'est un petit peu moins. Je suis passé par là aussi. J'ai eu un enfant qui n'a pas dormi pendant 2 ans, donc je sais à quel point ça peut être difficile pour les papas, pour les mamans surtout. Donc il faut forcément s'adapter aux contraintes, mais je dirais que la régularité, ça se fait aussi à l'échelle de la semaine. On a parlé de la régularité avant dans la moyenne longue durée, mais je pense que c'est pareil au niveau de la semaine. C'est beaucoup plus facile de garder un rythme si tu fais quelque chose 3 ou 4 fois dans la semaine, même si c'est, encore une fois, même si c'est 10 minutes, 15 minutes. Et 10 minutes, 15 minutes, on peut tous trouver 10 minutes, 15 minutes pour faire quelques pompes, se mettre sur le vélo, peut-être aller marcher, peut-être, si tu es dans un appartement, peut-être descendre au rez-de-chaussée et puis monter les marches et puis faire ça 3 fois. Et puis c'est ton cardio pour la journée parce que tu es au bout de ta vie et puis tu dors pas et puis c'est compliqué et puis c'est la vie, hein, c'est comme ça. Des fois, il faut s'adapter. Donc voilà, je privilégierais des petits morceaux fréquents à un gros morceau tout d'un coup pour le maintien et ou le développement. Encore une fois, pour répondre à ça, ça dépend toujours d'où tu commences. Si tu faisais 4 séances par semaine et que tu en fais plus qu'une, ou si tu faisais 4 fois 1 heure par semaine et maintenant tu fais 4 fois 15 minutes, forcément, ça va être difficile de garder le même niveau de condition physique, même si il faut se dire que le maintien d'une qualité physique ou le maintien d'un certain niveau requiert beaucoup moins d'efforts que le développement de ce niveau.
Donc, Ok. tu peux très bien, si je prends un parallèle avec la force, par exemple, tu t'entraînes 3 fois par semaine en force pour développer ton développé couché, ton squat, etc. Et ben, si à un moment donné, tu dois changer tes entraînements, ou peut-être que tu rebascules sur une phase plutôt axée endurance, et ben, un entraînement par semaine suffira à maintenir, peut-être pas ton 100% au squat et au bench, mais la grande majorité de ce que tu as développé, hein. Et c'est pareil pour l'endurance, tu peux maintenir une qualité plus facilement que tu ne peux la développer. Et donc, par rapport à ça, je dirais que si tu peux faire un petit peu d'intensité dans la semaine, c'est bien, dans la mesure où tu es capable de l'encaisser, hein, physiquement, nerveusement et psychologiquement. Mais que quoi qu'il arrive, faire quelque chose, ce sera toujours mieux que de rien faire. J'aime beaucoup ce rappel, ce rappel de vaut mieux séquencer que avoir une grosse séquence. J'en parlais encore cette semaine également sur la capacité qu'on a tous et toutes, en 90% des cas, à trouver 15, 20 minutes, 30 minutes pour s'entraîner euh, quasi quotidiennement. Et ça a plus de valeur que de vouloir faire absolument une grosse séquence une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours pour, entre guillemets, sa conscience. Euh, c'est vraiment un aspect hyper négligé et tu as raison de le rappeler sur Ouais, le fait d'avoir de la répétition dans ce que l'on fait. Et bien sûr, après, faire les choses intelligemment, hein, c'est-à-dire faire quelque chose qui est adapté à votre niveau et quelque chose de progressif. Voilà. Euh, donc ça, c'était pour moi le rappel excellent que tu m'as remis en tête. Je voulais revenir également sur la VO2 max. Encore un petit bout sur... tu dis souvent que la zone 2, ça suffit pas pour améliorer la VO2 max. On l'a vu tout à l'heure, il faut essayer de varier les différentes intensités. Euh, mais si tu devais en privilégier qu'une seule, c'est chiant comme question, laquelle tu choisirais? euh, je dirais que pour un débutant, la haute intensité, ça va être un très très bon levier de progression. Si c'est bien implémenté, et donc pour un débutant qui par exemple ne court pas, eh ben, va pas faire un fractionné comme ta première séance de course à pied. Ça, c'est le meilleur moyen de se blesser ou c'est le meilleur moyen d'augmenter les risques de blessure. Je dis pas que tu vas te blesser, on n'est pas là pour créer de l'anxiété autour de l'effort physique. Au contraire, on veut encourager les efforts physiques et l'activité physique de manière générale, mais il faut le faire de manière intelligente. Donc, tu peux faire du fractionné de la haute intensité d'entrée de jeu sur un vélo, par exemple. Là, il y a très 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 peu de risques comparé à la course à pied parce que tu n'as pas cette charge mécanique qui va être imposée sur, surtout en fait sur les structures en dessous du genou. Tout ce qui est en dessous du genou, le pied, la cheville, le tibia, le mollet notamment, il faut voir ça comme un ressort. Et si ton ressort, il n'est pas en mesure d'encaisser ce que tu lui envoies, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se répercuter dans les genoux, dans les hanches et dans le dos. Donc, si les gens qui nous écoutent ont mal aux genoux, ont mal aux hanches et ou ont mal au dos quand ils courent, il y a très certainement un déficit de force et de développement au niveau pied, cheville, mollet, tibia, parce qu'en fait, si le ressort fait pas le travail, tu t'écrases au sol et cette onde de choc, elle se propage directement dans toutes tes articulations au-dessus. Donc, tu peux faire du fractionné, de la haute intensité en tant que débutant, mais privilégie le vélo si tu n'as pas déjà une bonne expérience en course à pied. Et après, je dirais que plus ton niveau augmente et plus tu vas venir plus bas en fait sur ce spectre d'intensité pour déjà venir développer des qualités que tu n'as peut-être pas touchées si tu as toujours fait de la haute intensité. Et en plus de ça, parce que une fois que tu atteins un certain niveau, j'aime bien l'analogie de la 2 chevaux. Donc, quand tu es un débutant, c'est comme si tu as un châssis de 2 chevaux avec un moteur de 2 chevaux. Ma tante avait une 2 chevaux à l'époque, je me rappelle toujours, il y avait un pont au-dessus de l'autoroute près de chez elle, et voler au-dessus de ce pont d'autoroute dans la 2 chevaux, c'était un sentiment de liberté incroyable de ma jeunesse.
Le fait est que quand tu es débutant, tout va bien. Tu as un moteur de 2 chevaux dans un châssis de 2 chevaux. Et si on se dit que le VO2 max, c'est comme le moteur, hein, on parle souvent de la taille du moteur, et que bah, tu fais beaucoup de travail de haute intensité, donc tu développes un gros moteur, et tu te retrouves après 2 3 ans d'entraînement avec un V8 turbo dans un châssis de 2 chevaux, et ben forcément, dès qu'il y aura un virage, ou dès qu'il faudra... dès, dès qu'il y aura un virage ou dès que tu n'arrives pas à tenir sur la route, eh ben, tu vas la plier la 2 chevaux. Et donc, dans cette analogie, la basse et la moyenne intensité, pour moi, c'est le châssis en fait. Et donc, c'est la base que tu vas développer qui va te permettre de vraiment bénéficier au maximum de ce moteur que tu as développé. Et c'est là où je pense que plus ton niveau augmente et plus tu as le moteur qui a été développé, par la haute intensité notamment, et plus il faut aussi passer du temps à développer le châssis, parce que sans le châssis, tu ne vas pas pouvoir tirer 100% bénéfice de ce gros moteur. Donc, si je devais en choisir une pour les débutants, haute intensité sur vélo, et ensuite plus tu progresses et plus tu vas vers la moyenne et vers la basse intensité pour développer ce châssis. Excellent. Oui, je vous ai dit, simple, il donne des analogies, c'est compréhensible par tout le monde. C'est ce qu'on aime, hein, faudrait des profs comme ça, tu vois. La problématique des profs, c'est que c'est bien souvent trop théorique. On a besoin de choses concrètes. Il y en a des très très bons, hein. Oui, Il y oui, en oui, a bien des très très sûr, bons oui. et forcément on peut toujours faire mieux. Ok. Qu'est-ce que j'avais préparé comme deux questions aussi sympathiques? Ça va revenir un petit peu sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure concernant les différents tests. Mais tu sais, on entend de plus en plus parler des différentes zones de travail, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. Mais comment les évaluer sans laboratoire, sans montre? Comment on peut faire? Je me suis longtemps posé la question parce que, comme tu le sais, et comme tu en as fait l'expérience, j'adore la physiologie, j'adore mesurer des trucs, comprendre comment fonctionne le corps. Pendant plusieurs années, pour moi, c'était les data ou rien. Il fallait absolument que ça passe par des mesures, entre guillemets, objectives de ce qui se passait dans le corps. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, le gold standard, ça reste un profilage qui va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle des seuils. Et pour reprendre notre spectre qu'on a établi tout à l'heure, le seuil 1, ça va être la démarcation entre la basse et la moyenne intensité. Et le seuil 2, ça va être la démarcation entre la moyenne et la haute intensité. Et typiquement, sur un test progressif ou un profilage, c'est ce qu'on va chercher à déterminer avec différentes mesures. Ça peut être avec un masque de VO2 pour mesurer les échanges gazeux. Ça peut être avec du lactate. Ça peut être avec de l'oxymétrie musculaire. Il y a différents outils aujourd'hui qui nous permettent de déterminer ces seuils. Donc ça, je dirais, c'est la base. Mais dans mes recherches, je suis tombé sur un gars qui s'appelle Steven Seiler, qui est vraiment un des grands pontes de l'entraînement en endurance, qui a été coach pendant des années, qui est chercheur maintenant et qui passe son temps à analyser ce que font les meilleurs dans le monde dans les sports d'endurance. Et je l'avais reçu sur le podcast et il m'avait dit que, en gros, la sensation, la perception de l'effort était un des paramètres les plus sous-cotés. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand chercheur de l'endurance qui me dit que le subjectif, c'est plus important que l'objectif. Je comprends pas. Et donc, je me suis plongé, littéralement plongé dans la littérature. J'ai essayé de trouver le maximum d'informations que je pouvais sur ce fameux RPE, qui veut dire en anglais Rating of Perceived Exertion, ou l'évaluation de l'effort perçu. Et après toutes mes péripéties, je me suis rendu compte en fait que c'est un des marqueurs les plus fiables qui existent aujourd'hui, qui est étudié depuis des dizaines d'années et qui, si tu n'as rien d'autre, fonctionne au final très très bien. Après, il faut le dire, c'est un outil et c'est un outil qui demande à être appréhendé, à être enseigné aussi. D'accord? C'est-à-dire que si tu t'es jamais écouté, ben forcément, tu vas pas être aussi précis que quelqu'un qui s'écoute depuis 20 ans à l'entraînement tous les jours. Hein, donc je l'apparente à comme si, tu sais, le chauffage dans la voiture. Tu as le petit bouton qui tourne et puis tu peux monter ou descendre le chauffage. Pour la majorité des gens, c'est même pas un truc qui tourne, c'est on-off. C'est Hmm. soit tu es à l'arrêt, soit tu es à bloc. Et t'as deux modes en fait. Et en fait, il faut se dire que ce RPE, ce ressenti ou cette capacité à juger de la difficulté qu'on perçoit à l'entraînement, eh ben, plus tu le fais
Et plus tu vas passer du bouton avec deux options on-off, après peut-être tu vas passer avec un truc avec trois modes, soit on, soit moyen, soit fort, pardon, soit off, soit moyen, soit fort. Et voilà, plus tu vas t'entraîner et plus cette molette en fait va devenir fine et tu vas pouvoir être de plus en plus juste et de plus en plus détaillé avec la pratique. Donc pour ceux et celles qui utilisent l'excuse de ouais mais moi je sais pas m'écouter donc je m'écoute pas, eh ben arrêtez de pas vous écouter. Commencez à vous écouter parce que votre corps, il vous parle, votre corps, il vous dit des trucs super intéressants. Et si tu apprends à l'écouter, tu vas être meilleur à l'entraînement et tu vas être meilleur dans tes performances sportives aussi lorsque tu devras aller en compétition. Hein, souvent, les gens qui partent à pleine balle sur un marathon et qui explosent après 10 ou 20 kills, eh ben, c'est des gens qui n'ont jamais appris à s'écouter, qui se sont dit que l'entraînement il était écrit comme ça, donc je vais le faire exactement comme ça et je ne vais pas me poser de questions de comment je me sens sur le jour J ou même comment je me sens tout court d'un jour à l'autre à l'entraînement et qui sont juste partis parce qu'ils n'ont pas réfléchi, ils ont débranché le cerveau. Au final, à un moment donné, il faut que tu saches gérer ton effort si tu veux atteindre ton plein potentiel. Et donc, pour revenir à ta question initiale, pour moi, le meilleur moyen de déterminer ces différentes zones ou ces différents niveaux d'intensité, basse, moyenne, haute, ça va être le ressenti. Et typiquement, on peut faire un test, entre guillemets, très très simple, un test de terrain, où tu vas prendre 5 ou 6 paliers, par exemple, et tu vas tâcher de faire en sorte que tu vas balayer. Alors, il faut que tu puisses compléter tous les intervalles. Ça, c'est très, très important. Hein, si tu arrives au troisième intervalle et tu n'arrives pas à le terminer, c'est que tu es parti trop fort ou alors que tu es monté trop d'intervalle en intervalle. Mais je prends un exemple très concret sur le vélo, par exemple. Pour quelqu'un qui est modérément actif, qui fait un petit peu de vélo, eh ben, peut-être que tu peux partir à 80 watts, par exemple. Donc, tu fais 4 minutes à 80 watts et ensuite, tu t'arrêtes pendant 1 minute. Durant la minute de repos, tu vas noter sur un petit bout de papier ton ressenti de difficulté sur ce premier palier. Donc, 80 watts, peut-être que c'est 1/10. OK? Et c'est important de commencer très très bas. C'est important que le premier palier soit à 1/10. Donc un effort très très facile, tu t'emmerdes, voilà, pardonne mon français, parce que tu vas tellement lentement, mais c'est important de commencer bas. D'accord? L'erreur typique qu'on voit sur ce genre de test, c'est que les gens commencent trop haut d'entrée de jeu. Il faut commencer tout en bas. Et ensuite, tu vas augmenter par exemple de 40 watts. Et donc ton deuxième palier, tu vas faire tes 4 minutes, mais cette fois-ci à 120 watts. Pareil, minute de repos après, tu notes la difficulté que tu perçois. Peut-être que c'est un 3. Ensuite, tu montes de 40 watts encore une fois. Et tu vas monter donc à 160. Tu notes ton RPE, RPE 5. Après, tu vas monter à 200 watts. Ah, là, on est déjà à 7, voire 8. Et finalement, le dernier, 240. Alors, pourquoi le dernier? Parce que tu n'arriveras pas à faire plus. Hein. On a vu où ça allait. Hein. 1, 3, 5, 7. Le dernier, ça va être du 9, voire du 10. Il y a de grandes chances. Et pareil, tu notes ton ressenti. Et en fait, ce que tu peux faire très, très simplement avec un bout de papier, c'est que tu fais un petit graphique. Alors, tu prends du papier quadrillé, c'est plus simple. Sur l'axe horizontal, tu mets l'échelle de puissance, donc les watts. Tu mets ton 80, ton 120, ton 160, ton 200, ton 240. Et sur l'axe vertical, tu vas mettre la difficulté sur 10. Donc, tu auras 10 petits niveaux. Et tu vas dire, OK, à 80 watts, j'étais à RPE 1, à 120 watts, j'étais à RPE 3, à 160 watts, j'étais à RPE 5, à 200 watts, j'étais à RPE 7, et à 240 watts, j'étais à RPE 9. Et tu places tes points, et ensuite tu tires une ligne entre ces points. Et le but, c'est pas que ce soit une ligne parfaite. En gros, c'est la ligne qui va être le plus proche de tous les points. Mais typiquement, si tu n'as pas fait n'importe quoi, la ligne elle sera quasiment droite. OK? Et après, tout ce qu'il te suffit de faire pour avoir une estimation de terrain, hein, encore une fois, c'est pas un test physiologique avec toutes les mesures, etc. Mais c'est quelque chose que tout le monde peut faire en 30 minutes sur un vélo, par exemple. Tu peux le faire en course à pied aussi. Il faut juste mieux se connaître. Et il faut déjà avoir un niveau de course à pied qui te permette de faire de la moyenne, de la haute intensité et de la maintenir pendant plusieurs minutes. D'accord? Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu vas regarder par rapport à cette ligne que tu as tirée sur ton graphique, l'intensité qui correspond à peu près 4/10 et l'intensité qui correspond à peu près à 7/10. Et ce 4/10, à peu de choses près, ça va être ce qu'on appelle ton premier seuil. Et le 7/10, ça va être à peu de choses près le deuxième seuil. Et déjà avec ça, tu sais que eh ben, si je veux faire de la basse intensité,
il faut typiquement que je sois en dessous de 140 watts, hein, pour l'exemple que j'ai donné ici. Et si je veux faire de la moyenne intensité, il faut que je sois quelque part entre 140 et 200 watts. Et ça va nous donner déjà un point de départ. Ça ne veut pas dire que c'est exact, mais au moins ça te donne un ordre d'idée à quelle intensité tu dois faire tes différentes séances. Et après, forcément, selon si tu fais du tempo ou du seuil, eh ben, tu seras soit plus proche de 140, soit plus proche de 200. Peut-être que ce n'était pas parfait quand tu as fait cette évaluation. Donc, quand tu fais ton effort sur une séance de seuil, par exemple, tu vois que, ah bon, bah, je pense que je peux monter un petit peu. Ou alors, au contraire, non, ça c'était un petit peu trop dur, il faut que je descende un petit peu. Mais je pense que pour avoir une base de départ et pour avoir quelque chose de très très simple qui se fait en une demi-heure, j'ai pas trouvé plus simple à l'heure actuelle, en tout cas. Ok. Après c'est quelque chose que tu peux faire avec plus de détails, hein, la séance d'après ou la semaine d'après ou 2 semaines après. Tu peux reprendre ça et tu peux le découper en plus petits morceaux. Donc, au lieu de faire des paliers de 40 watts, tu peux faire des paliers de 20. Ça fait que ton test il durera plutôt 40, 45, 50 minutes. Et tu pourras peut-être être un petit peu plus détaillé, peut-être commencer à regarder tes fréquences cardiaques associées aux différentes intensités. Mais quoi qu'il arrive, ça donne un point de départ. Et je pense que pour la majorité des gens, il n'y a pas besoin de faire plus pour commencer. Et déjà, si en 30 minutes, tu peux savoir, OK, ça, à peu de choses près, c'est ma basse intensité, ça, à peu de choses près, c'est ma moyenne intensité, et au-delà de cette valeur-là, c'est à peu près ma haute intensité, je pense que tu es déjà plus avancé dans ta compréhension de l'entraînement que la majorité des gens qui s'entraînent aujourd'hui en regardant leur montre ou leur zone cardiaque, etc. Vous sentez le mec qui aime les datas quand même. On sent le gars qui aime Il bien. fallait sortir le graphique, ouais. Ok, non, hyper intéressant, avec pas grand-chose pour pouvoir vite s'évaluer et juste un peu de logique, enfin pas de logistique, mais de logique plutôt. Et puis une petite connexion à soi-même pour s'auto-évaluer en termes de ressenti. Mais ouais, hyper intéressant, me donne envie de tester. Bien. Maintenant, sur cette deuxième partie du podcast, j'aimerais que tu m'aides, de par tes connaissances, à réfléchir à une stratégie anti-aging sous cette fenêtre de l'amélioration du système cardiovasculaire. Une fois de plus, moi, je m'adresse à un public qui soit n'a pas le temps de s'entraîner, soit considère en tout cas qu'il n'a pas le temps de s'entraîner, soit à un public qui arrive un peu plus âgé et veut se remettre au sport et essayer de vivre longtemps et bien. Euh, quel reco, par quoi on commencerait? Comment on pourrait construire un protocole d'entraînement qui ressemble à quelque chose et qui soit orienté longévité et bien vieillir. La première chose pour moi, c'est l'anti-sédentarité. Et dans ce cadre-là, c'est la marche. Et il faut qu'on bouge tous les jours. Il faut, à mon sens, idéalement, entre 1 heure et 1 heure et demie de marche tous les jours. C'est d'ailleurs d'où viennent ces fameux 10 000 pas. Les 10 000 pas qui vont, pour la majorité des gens, prendre entre 1 heure et quart et 1 heure 40, on va dire, selon la vitesse à laquelle tu marches, forcément. Mais concrètement, 1 heure à 1 heure et demie de mouvement dans la journée, je pense que ça doit être une base vers laquelle on devrait tous tendre, peu importe notre niveau, peu importe notre âge. Et forcément, si tu as été sédentaire et que tu as fait métro, boulot, dodo pendant des années, bah peut-être que d'ajouter 1 heure et demie de marche par jour, ça va faire un petit peu beaucoup, hein. Peut-être qu'il faut commencer avec 20, 30 minutes de marche par jour. Peut-être qu'il faut t'arrêter une station de métro avant et marcher un petit peu plus. Donc oui, il faut partir un petit peu avant. Donc oui, il faut regarder un épisode de moins sur Netflix le soir pour pouvoir te lever un peu plus tôt, pour pouvoir marcher un petit peu plus. Il faut peut-être prendre ton appel à midi en marchant plutôt que assis à ton bureau. Faut peut-être commencer, si tu as l'opportunité de le faire, à réfléchir autour de ces considérations-là. Par exemple, pour moi, bah, j'ai pas le choix. Le matin, il faut sortir marcher avec le chien. Donc on sort 45 minutes le matin, on sort 45 minutes l'après-midi. Et quoi qu'il arrive, j'ai fait mon heure et demie de mouvement dans la journée. Même si j'ai rien fait d'autre, au moins j'ai fait ce minimum vital. Et ça, on le voit encore une fois corrélé à toute cause mortalité. C'est-à-dire que dès le moment où tu arrives à 110, à 10 000 pas par jour, il semblerait que c'est là où tu vas avoir la plus grande influence sur ta longévité et ton risque de maladie cardiovasculaire et toute cause mortalité.
Donc, si tu es en dessous de 10 000 pas, tu as plus de risques. Et dès le moment où tu arrives à 10 000 pas ou au-delà, c'est là où tu as le moins de risques sur la distribution de la population. Donc, ça, pour moi, c'est le premier objectif. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que demain, il faut faire 1 heure et demie tous les jours. Ouais. Mais il faut tendre vers ça et il faut réfléchir à des moyens d'instaurer ça dans sa journée. Encore une fois, des fois, il faut être créatif. Pour certains, ça veut dire le tapis de marche dans le bureau, hein, et pouvoir prendre ses appels sur le tapis, pouvoir peut-être même faire des visios sur le tapis. Il y a des systèmes qui existent comme ça aujourd'hui, il y en a qui le font. Donc ça, pour moi, ce serait la première composante. Après, au-delà de ça, en termes d'entraînement, je pense qu'il y a les deux composantes clés qui sont la force et l'endurance. Alors oui, il y a la mobilité qui est très très importante pour la fonction, la prévention de blessures sur la durée. Mais si on met ça un petit peu de côté, on admet qu'il n'y ait pas nécessairement de restrictions flagrantes pour la personne concernée, eh ben, on va se diriger sur du travail de renforcement musculaire à tout âge qui est indispensable et du travail de conditionnement ou d'endurance ou développement cardiovasculaire qui, là aussi, est, à mon avis, incontournable dans la durée. Pour ce qui est de la force, je dirais que 1 à 2 séances par semaine, ce serait idéal pour la majorité des gens. Est-ce que tu peux faire plus? Oui. Est-ce que tu dois faire plus? Ça peut se justifier, mais je dirais que pour commencer déjà 1 à 2 séances, et ça n'a pas besoin d'être des séances de malade où tu passes 1 heure et demie à te détruire à la salle. Je pense que pour des gens, encore une fois, qui n'en font jamais, commencer à faire 2 fois 20 minutes dans la semaine de renforcement, ça peut être du renforcement léger, ça peut commencer avec du poids de corps, ça peut commencer avec des petites haltères, et le principe de progressivité qui s'applique là aussi, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu fais ces exercices, ton corps va s'adapter, ton corps va s'habituer, et donc il faut faire un petit peu plus, il faut faire un petit peu plus long, il faut faire un petit peu plus lourd, il faut faire un petit peu plus souvent pour que ton corps il continue à s'adapter. Donc, 2 séances de renforcement par semaine, 30, 20 à 40 minutes par séance comme point de départ. Pour la majorité des gens, je pense que c'est tout à fait correct. Et par rapport à qu'est-ce qu'on inclut dans ces séances, eh ben, encore une fois, il faut avoir une vision globale des choses. Donc, j'aime bien catégoriser la force en pattern de mouvement, en grande catégorie de mouvement. On peut penser, par exemple, à tout ce qui est flexion de genou, ou plutôt chaîne antérieure au niveau du bas du corps. Donc, ça peut être des squats, ça peut être des fentes, avec toutes les variations qui existent, hein, avec tous les outils que l'on connaît. Ça peut être avec un kettlebell en gobelet, ça peut être avec des haltères, ça peut être avec une barre guidée, ça peut être avec une barre libre, ça peut être sur une machine aussi si tu vas dans une salle. Mais quoi qu'il arrive, faire un squat, pousser avec ses jambes. Après, tu as le complément à ça sur le bas du corps, ça va être tout ce qui est chaîne postérieure. Donc là, on va attaquer tout ce qui est ischio, tout ce qui est fessier, tout ce qui est dos aussi. Et on peut catégoriser ça de manière suivante. On peut se dire qu'il y a les exercices qui sont plutôt extenseurs de hanches. Donc on peut prendre un deadlift par exemple, ou un deadlift roumain avec les jambes presque tendues, où là, on va être plutôt sur l'aspect extension de la hanche. Et on peut aussi se dire que il y a les exercices qui vont plutôt être sur la partie basse de l'ischio au niveau de la flexion du genou. Donc là-dessus, couché par terre, les talons sur un banc et on monte les hanches. Là, on va plutôt être sur la portion basse des ischios qui est souvent oubliée dans le travail de chaîne postérieure et forcément qui peut être fait au poids de corps, qui peut être fait ensuite avec une haltère sur les hanches, qui peut être fait ensuite à une jambe, qui peut être fait avec de l'excentrique lent, qui peut être fait avec un peu plus de dynamisme. Donc, tous ces aspects de progressivité qui s'appliquent sur tous ces exercices. Donc là, on a déjà chaîne antérieure, chaîne postérieure, au niveau du bas du corps. Si on prend le haut du corps, on peut penser à tirer et pousser dans le plan vertical et dans le plan horizontal. Forcément, tout ce qui se trouve entre les deux également, mais si tu peux faire une traction ou alors du tirage vertical sur des anneaux ou une machine, ça va très très bien aussi si tu peux pas faire des tractions. Donc ça, ce sera un tirage vertical. Un développé couché, ce sera un poussage horizontal. Un tirage halter, ce sera un tirage horizontal. Et on peut faire, par exemple, une presse militaire avec des haltères pour avoir un exercice de poussée dans le plan vertical. Donc déjà, avec ces 6 catégories-là, tu as couvert tous les grands groupes musculaires, tu as couvert le bas du corps, le haut du corps. Après, forcément, on peut penser à la force du tronc et à tout ce qui est stabilité au niveau de la sangle abdominale. Et là, moi, j'aime bien penser en 3 plans.
Donc on a le plan sagittal devant, le plan frontal, donc côté, et le plan transverse, donc tout ce qui est rotation. Et là aussi, si on peut avoir une approche holistique en faisant par exemple un gainage devant ou alors un dead bug couché sur le dos, ça va être plutôt le plan sagittal. On peut faire des crunchs de côté ou alors des side bends avec une haltère en main. Donc là, on va plutôt être sur le plan frontal ou alors un gainage latéral. Et finalement, des pal-off press, soit sans bouger, soit avec rotation pour le plan transverse. Ben là, tu as attaqué en gros ta sangle abdominale des trois plans et on a coché toutes les cases. Ça, pour moi, ce serait la base une séance de renforcement. Ou alors, en tout cas, dans la semaine, tu voudrais toucher au moins une fois chacune de ces cases pour qu'on ait une approche qui soit globale et complète. Combien de séries, quel poids, quelle répétition, ça dépend de ton niveau actuel, mais tant que tu fais entre 2 et 4 séries par exercice, tant que tu fais entre 5 et 20 répétitions par exercice ou par série, et tant que tu vas proche de l'échec sur la majorité de ton travail, c'est-à-dire que ça reste un travail qui est difficile. Hein, si tu fais 15 répétitions et que si tu avais continué, tu aurais pu en faire 15 de plus, c'est pas assez lourd. Donc il faut quand même que ce soit un travail qui tendre vers le difficile, surtout sur la fin de la série. Tant que tu fais ça, honnêtement, tu peux pas vraiment te tromper Hmm. et tu peux garder un certain plan d'entraînement vis-à-vis de ça pendant 4, 6, 8 semaines. Et pareil, ensuite, on peut varier un petit peu, comme on a varié tout à l'heure avec les entraînements en endurance. Sauf que cette fois-ci, on va peut-être changer l'exercice qu'on a choisi. Peut-être qu'on va changer l'outil qu'on utilise pour faire l'exercice. Donc, par exemple, tu peux passer d'un squat gobelet avec un kettlebell à une leg press parce que tu es dans une salle et puis tu as accès à un leg press. Tu peux passer à un tirage horizontal aux anneaux à un tirage halter sur le banc, par exemple. Ou alors tu peux passer d'un tirage vertical machine à une traction avec bande si tu commences à pouvoir faire des tractions. On peut changer le nombre de répétitions, on peut changer la charge, on peut changer le tempo, donc la vitesse à laquelle on va exécuter chaque répétition. Donc l'idée, c'est juste de le faire régulièrement, de cocher toutes ces grandes cases. Après, on peut rajouter des mouvements d'isolation, biceps, triceps, dos, fessiers, ischio, etc., si on le souhaite. Mais pour moi, c'est du complément sur la base qu'on a déjà bien fondée. Donc ça, c'est voilà, la partie renforcement qui nous a pris un petit peu de temps. Je ne sais pas si tu as des questions là-dessus avant qu'on aborde l'aspect endurance. Non, 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 ça me paraît clair de bien comprendre l'importance du renforcement musculaire. Tu as insisté sur le fait d'avoir essentiellement des membres inférieurs solides, hein. Je ne sais pas si tu as vu passer cette étude, mais où ils expliquaient qu'il y avait un lien direct entre force des membres inférieurs et longévité. Sur la capacité, certes, à produire de la force en tant que telle, mais aussi bah, c'est gage de squelette solide, C'est gage de fonction. voilà, La force, c'est la fonction et l'endurance, c'est la longévité. Et la capacité. Mais tu as tout à fait raison. Si tu n'as plus la force dans les jambes pour te lever de la chaise, ben c'est fini. c'est ça. Alors, c'est fini. Non, tu peux te renforcer, et tu peux te définir. Mais j'avais jamais pensé comme ça. Tu peux te définir. Euh, c'est pas fini encore. Mais clairement, la force, c'est un prérequis si tu veux être fonctionnel. C'est ça. Et donc, plus tu vas pouvoir être fort, plus tu auras une réserve, et plus longtemps dans ta vie, tu pourras rester fonctionnel. Parce que tu as beau avoir le plus gros cardio du monde, encore une fois, si tu peux pas monter les escaliers, ben, c'est le début de la fin. Hein. Donc, oui, la force pour le côté fonction, je pense que c'est bien de le voir comme ça. Et puis après, ça a bien parlé de bah, chaîne antérieure, chaîne postérieure, donc le devant, l'arrière du corps, et puis le bas et le haut du corps. Et sans oublier le centre du corps à renforcer également sur différents plans. Et bien comprendre qu'il n'y a pas forcément besoin comment je dirais ça, euh, de passer par tous les groupes musculaires. Mais vu qu'on fonctionne en chaîne musculaire, que tout est plus ou moins imbriqué les uns dans les autres, quand vous allez faire tel ou tel type de mouvement, vous allez rarement isoler un muscle. On va rarement utiliser qu'un seul muscle lors de vos mouvements. Donc concrètement, avoir des mouvements comme le squat, comme le développé militaire, comme le rowing, enfin vos tirages ou vos poussées, vous êtes constamment en train d'utiliser différents groupes musculaires. Et dans tout ce que vous avez évoqué, Sean, on a un travail global, fonctionnel, qui permet de bien équilibrer, structurer vos forces, vos chaînes de force et bien vieillir, quoi. Donc, Ouais, si on veut rajouter une composante à cette séance de force type,
Je pense que tout le travail explosif est sous-coté encore. Alors, on peut penser à un box jump, par exemple, mais ça n'a pas besoin d'être une boîte de 30 pouces pour les gens qui débutent. Quand je coachais Thérèse, 65 ans, eh ben, c'était un disque de 10 kilos posé par terre et c'est sur ça qu'elle devait sauter. Pourquoi? Parce que Thérèse, elle n'avait jamais appris à sauter et parce que 3-4 cm, c'est tout ce qu'il fallait pour que cet exercice soit adapté pour elle. Et donc, on sautait sur la boîte. On faisait un pas en arrière, on ressautait sur la boîte, on faisait ça une dizaine de fois et on faisait aussi du travail explosif sur le haut du corps, très très important parce qu'encore une fois, c'est du travail corps complet et c'est apprendre à utiliser son corps de manière globale, unie, avec encore une fois de l'explosivité, de la production de force rapide et donc des slams avec un med ball de 3 ou 4 kilos par terre. Ça peut être des lancers rotatifs contre un mur, pareil avec un med ball léger. C'est tous des exercices qui sont sous-cotés à mon avis et pour le plan de la santé qui peuvent être très très intéressants. Encore une fois, le maître mot, c'est progressivité. Va pas sauter sur une boîte de 40 cm quand tu n'as jamais sauté sur une boîte. Commence tout petit, tu fais tes sauts, tu redescends un pied après l'autre. Forcément, quand tu deviens plus compétent, tu peux faire le saut en montant, tu peux refaire le saut en descente à deux pieds. Après, tu deviens encore plus compétent, tu peux faire le saut et atterrir sur un pied. On travaille aussi un petit peu l'équilibre, la proprioception. Tu peux aussi faire le saut à deux pieds pour redescendre et atterrir sur un pied et te stabiliser. À terme, on peut mettre même juste un petit bout de bois par terre et faire en sorte que Thérèse, elle saute d'abord le bout de bois et ensuite sur la petite boîte. Alors, c'est pas encore de la pliométrie de haute voltige, mais le fait est que tu as appris à rebondir, mais on a suivi les étapes intermédiaires pour y arriver, hein. Donc, toujours faire les exercices à son niveau, toujours commencer par le plus simple et aller vers le plus difficile. Et je pense que si on ajoute ces deux composantes, explosif bas du corps, explosif haut du corps, on a vraiment un entraînement qui est déjà très, très complet. Et tu peux littéralement utiliser ce format et progresser pendant des années. Hein, Mm. encore une fois, toutes les 6 à 8 semaines, tu vas peut-être changer les exercices, tu vas peut-être changer le nombre de séries, tu vas peut-être changer les poids, etc. Mais tu peux vraiment continuer à t'entraîner en perpétuité avec cette idée-là. Ok, bien, bien complet sur toute la partie renfo et donc ensuite le, le- le- la longévité, l'endurance, le moteur. euh, même si on a déjà donné pas mal de données juste avant, hein, mais pour compléter cette stratégie anti-aging, on commence par quoi? Et voilà, dis-moi rapidement. On parlait de la marche tout à l'heure et je rajouterais une composante, c'est marcher dehors et idéalement marcher au soleil. Parce que plus j'en apprends et plus je vois que le soleil, en fait, c'est absolument incontournable comme élément vital, que c'est littéralement d'où vient la vie. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de soleil, ben, il n'y aurait rien qui se passerait sur Terre aujourd'hui, hein. C'est un prérequis indispensable pour la vie. Et je pense que l'effet du soleil sur la santé, il est très sous-coté encore aujourd'hui. Mais plus on en apprend et plus on réalise que c'est indispensable en fait. Euh, Tout le monde a certainement entendu parler qu'il fallait prendre de la vitamine D pendant l'hiver. Ce qui se passe, c'est que, alors ça dépend de ta latitude, de où tu te trouves sur le globe, mais pour nous, à peu près où on se trouve ici au milieu de l'Europe, typiquement le soleil, ben, en été, il est très haut dans le ciel, et plus tu vas vers l'hiver, et plus il va être bas dans le ciel. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que le soleil passe environ en dessous de 30 degrés sur l'horizon, eh ben, il faut imaginer qu'il y a la couche d'ozone et que forcément, s'il est droit en dessus, eh ben, il traverse cette couche d'ozone qu'il y a sur la Terre de manière directe et droite, alors que s'il est penché de côté, eh ben, il va devoir traverser beaucoup plus d'ozone pour t'atteindre. Et ce qui se passe, c'est que c'est pour ça qu'en hiver, tu ne produis pas de vitamine D via le soleil, en tout cas pas à nos latitudes. Et j'avais entendu un docteur dire qu'il n'y a pas de saison de la grippe, il y a juste une saison de déficit de vitamine D. Et cette vitamine D, elle est encore plus puissante si elle vient du soleil ou si elle est générée via l'exposition au soleil que si tu te complémentes, hein. Les compléments, ça a sa place, mais si tu peux avoir la source originale sans le complément, c'est encore mieux. Donc passer du temps au soleil, à mon avis, ça fait partie d'un des principes très très importants. Et forcément, il faut pas, quand tu es blanc comme une page, aller te mettre au soleil le 15 juillet à 14 heures et dire, ouais, mais Sean, il m'avait dit de me mettre au soleil, mais bon, j'ai brûlé après 15 minutes. Oui, parce que, en fait, le soleil, il faut l'aborder comme l'intensité à l'entraînement.
C'est-à-dire que si à partir de mi-février, quand justement le soleil repasse au-dessus de ces 30 degrés, quand tu recommences à créer de la vitamine D avec le soleil, quand les UV ils commencent à être un petit peu plus forts, eh ben, c'est là où il faut aller t'exposer au soleil en premier. C'est là où il faut commencer à passer du temps au soleil en milieu de journée parce que avant ça, c'est pas assez fort. Mais forcément, quand tu arrives maintenant sur les mois où on est maintenant, on est quoi en mai, eh ben, forcément, un jour de grand beau à midi et demi, je vais pas mettre 2 heures au soleil parce que moi aussi, je vais cramer. Par contre, je sais que je peux passer une demi-heure, trois quarts d'heure au soleil sans brûler parce que depuis le mois de février, dès que je peux, je vais me mettre au soleil et j'essaie d'accumuler du temps au soleil à plus basse intensité, tout comme on ferait de la zone 2 en entraînement pour aller tolérer son fractionné et sa haute intensité, ben, tu peux faire pareil avec le soleil. Et la raison pour laquelle je passe autant de temps sur ce point du soleil, c'est que aujourd'hui, je pense qu'il y a une phobie au niveau du soleil et c'est tout à fait juste de dire que si tu te prends trop de coups de soleil, tu as beaucoup plus de risques de cancer. Ça, on sait que c'est vrai. Tout comme tu as beaucoup plus de chances de faire un burn-out si tu fais de la haute intensité à tout va tous les jours pendant 3 ans, hein. Et ça, moi, je l'ai vu véridiquement avec des gens qui s'entraînaient et qui pensaient s'entraîner comme des athlètes de haut niveau, mais qui s'entraînaient tellement fort sans écouter leur corps qui se sont littéralement ruinés la santé. Ça a eu des répercussions au niveau hormonal. On peut vraiment faire des dégâts si on ne réfléchit pas et qu'on fait les choses de la mauvaise manière. Et c'est vrai aussi avec l'exposition au soleil. Donc, passer du temps dehors, passer du temps au soleil, passer du temps dans la nature. On vient de la nature, hein. Aujourd'hui, on est enfermé dans des boîtes en béton, mais on n'est pas fait comme ça à la base. Et passer du temps en nature, c'est extrêmement important pour se ressourcer, pour se recharger. Donc, je dirais que ça, en plus du fait de marcher tous les jours, ce serait des recommandations générales que je donnerais à tout le monde. Et encore une fois, si aujourd'hui, t'es pas adapté au soleil, eh ben, ça va prendre du temps pour te remettre dedans, mais tu peux le faire avec ce principe de progressivité, en écoutant ton corps, en apprenant un petit peu plus sur les rythmes circadiens, sur le rythme solaire, sur le changement du soleil au cours de l'année, l'impact que ça a sur toi, l'impact que ça a sur les aliments, l'impact que ça a sur ta santé, etc. Donc, voilà la petite parenthèse soleil refermée. Et après, oui, on revient aux entraînements d'endurance dont on a parlé tout à l'heure. Et je reviendrai sur les éléments que j'ai donnés tout à l'heure. Je pense que si tu peux faire 2 à 3 séances d'endurance par semaine, tu es déjà dans le haut du tableau. Je pense que tu as déjà un effet très très intéressant. Encore une fois, ça peut commencer avec 3 fois 20 minutes par semaine. Si aujourd'hui tu n'en fais pas du tout, eh ben, commence avec un tout petit peu et ça peut commencer avec 3 fois 20 minutes facile. Et ensuite, plus tu progresses et plus tu vas avoir de cartes à jouer et plus tu vas pouvoir faire des séances un petit peu plus difficiles. Si tu as envie et si tu as la possibilité de le faire, essaye de faire un petit peu d'intensité chaque semaine ou chaque 2 semaines en tout cas de te mettre un petit peu dans le rouge. C'est bénéfique, d'accord? Tant que c'est bien équilibré avec les autres types d'entraînement. Maintenant, pour quelqu'un qui veut un tout en un, eh ben, si on dit qu'on a 3 séances dans la semaine, moi je ferais 1 à 2 séances faciles et 1 à 2 séances difficiles, soit moyenne, soit haute intensité. Et encore une fois, tu n'es pas obligé d'être strict sur j'ai 3 séances, donc je fais séance 1 toujours ça, séance 2 toujours ça, séance 3 toujours ça. Tu peux penser sur 2 semaines, par exemple, et te dire sur 2 semaines, ben, je veux que la moitié de mes entraînements ils soient faciles. Donc sur 6 entraînements, on va en faire 3 faciles. Ça peut être 2 plus 1 ou 1 plus 2, c'est égal. Et les 3 autres, eh ben, peut-être qu'il y en a 2 qui sont soutenus et un qui est difficile par exemple. Et là, je pense qu'on a une approche qu'on pourrait qualifier d'uniforme, c'est-à-dire qu'on a de la basse, de la moyenne et de la haute intensité. On coche toutes les cases, encore une fois, et ça nous permet d'avoir vraiment une approche globale, holistique. Et en plus de ce qu'on a dit avant, tu marches, tu passes du temps au soleil, tu gères bien ton stress, tu passes du temps avec tes proches, tu rigoles de temps en temps, tu as une vie sociale, tu dors bien. Et tout ça ensemble, je pense qu'on est déjà pas mal. Et gardez à l'esprit aussi que bah, tout ça s'imbrique les uns dans les autres, hein. Forcément, quand vous allez vous mettre à bouger, ça va faire du bien aussi à la tête. Ça va vous aider à mieux gérer votre stress. Le fait de s'exposer à la lumière naturelle, au soleil, ça va vous permettre également bah, de mieux dormir. Enfin voilà, tout ça, ça se mélange. Vous allez aussi sûrement avoir envie de mieux manger, hein. C'est un cercle vertueux. C'est Comme ça. comme fonctionne aussi à l'inverse le cercle vicieux de ne rien faire et de commencer à avoir envie de bouffer de la merde et mal dormir. Donc voilà, c'est aussi une histoire de dynamique et il faut commencer par l'un des grands piliers, que ce soit l'activité physique, leur info ou le cardio, mais mettez déjà un pied dedans pour lancer la machine, quoi.
Ouais, et idéalement, je conseillerais de commencer avec des choses qui vous semblent trop faciles et quelque chose qui va te permettre de d'abord établir une régularité. Avant de faire des choses difficiles, avant de faire des choses très très longues et contraignantes, essaye de faire le truc le plus facile qui te semble même trop facile parce que c'est la régularité que tu vas développer, les habitudes que tu vas développer dans ton quotidien qui vont faire que tu puisses continuer pour le reste de ta vie. Et c'est ça le plus important à retenir de tout ça, c'est être actif en perpétuité. C'est pas le plan d'entraînement parfait pour perdre X kilos en 30 jours Ouais. parce que tu fais ça en 30 jours et puis derrière tu t'arrêtes et tu fais plus rien pendant 30 jours. Euh, Encore une fois, à peu de choses près, tu es de retour à la case départ. Donc, régularité avant tout et ne pas avoir peur de vraiment commencer avec des choses extrêmement simples. En anglais, j'avais lu un bouquin sur le changement de comportement qui était fascinant, qui s'appelle Switch de Dan et Phil Heath, pour ceux que ça intéresse. Heath, je crois, leur nom de famille. Deux frères, si je ne me trompe pas. Et il disait en anglais qu'il faut arrêter de chercher les milestones et qu'il faut chercher les inch pebbles. Les milestones, c'est les pierres qui sont tous les kilomètres, à peu de choses près, et qui te montrent que voilà, là, tu as passé un kilomètre, là, tu as passé un kilomètre. Et au lieu de chasser ces pierres-là, il faut chercher les petits grains de sable que tu trouves tout au long du chemin, en fait. Donc, il faut se focaliser sur des toutes petites victoires. Et c'est ce qui va t'aider, en fait, à changer ton comportement et à continuer à aller plus loin. Et un parallèle super intéressant que j'avais entendu dans un podcast concernant les Navy SEALs, qui sont des forces spéciales américaines. Ils ont un camp d'entraînement qui dure, je crois que un truc qui dure 6 mois et qui est le processus de sélection pour rentrer chez eux. C'est un des plus durs du monde. Et ils avaient fait une analyse a posteriori de toutes les personnes qui étaient passées par cette école, qui s'appelle BUDS, que ça veut dire Basic Underwater Demolition School, si je ne me trompe pas. Et ils avaient fait des interviews de tous les gens qui y étaient passés, ceux qui s'étaient fait sélectionner, ceux qui n'avaient pas passé à la trappe parce qu'ils n'avaient pas réussi à tenir. Et un des facteurs communs qu'avaient toutes les personnes qui avaient réussi l'école, c'était en fait l'horizon sur lequel ils se projetaient durant les phases de sélection. Ce que je veux dire par là, c'est que typiquement, ceux qui sont passés à la trappe, eh ben, plus souvent que d'autres, ou plus souvent que non, ils pensaient en segments de temps très très avancés, donc, ou très très longs. Donc, je vais tenir ces 2 semaines, je vais tenir ce mois, je vais tenir ce mois et demi, je vais tenir ces 2 mois, alors que les autres, ceux qui avaient les plus grands taux de réussite et ceux qui passaient les sélections, typiquement, c'était je vais continuer jusqu'au prochain lever de soleil. Je vais continuer jusqu'au prochain repas, en sachant qu'ils avaient des repas dans les 2 semaines super dures, Hell Week, ils appellent ça. Ils ont un repas toutes les 6 heures et c'est le seul métronome en fait qu'ils ont dans le truc parce que sinon en fait ils s'entraînent tout le temps, ils se font démonter la gueule. Et en fait, ceux qui tenaient, c'était vraiment ceux qui se projetaient juste jusqu'au prochain repas, jusqu'au prochain lever de soleil, jusqu'au prochain repas, jusqu'au prochain repas. Et donc, vraiment penser en segments plus courts, ça allège en fait la charge mentale aussi, et ça nous permet d'être, encore une fois, plus réguliers et d'aller plus loin au final. Ok. Donc là, on a quand même une belle stratégie pour bien vieillir, que ce soit en termes de renfort, en termes de cardio, en termes de conseils qu'on vient de vous donner sur la partie mouvement, exposition au soleil. On pourrait parler d'autres aspects comme la respiration, comme l'alimentation, mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais voilà, comprendre que c'est vraiment quelque chose de plurifactoriel, je sais pas si ça se dit comme ça, mais qui a tout son sens en partant depuis ce qu'on vient de vous dire là. Mm. Euh, j'ai une petite question là à titre, bon, c'est pas perso, mais je repense aux 30 minutes quotidiennes utiles pour la santé. Pour quelqu'un comme moi, typiquement, qui s'entraîne 3, 4, 5 fois par semaine en fonction du temps, euh, j'intègre de plus en plus des séances qui font 30 minutes. 30 minutes sur le vélo. Tu vois, quand je considère que j'ai pas le temps, je fais ça. Euh, et c'est pas des séances où je me mets des cartouches. Tu vois. Ça reste des séances où je suis plutôt orienté basse intensité. Euh, Est-ce que ça a de l'utilité pour remplacer une sortie longue le week-end de basse intensité, de 1 heure et demie et plus, de faire
3 fois dans la semaine, 30 minutes de basse intensité. C'est quoi les avantages et les inconvénients? L'avantage de l'heure et demie en continu, c'est que tu vas développer ce qu'on appelle la durabilité, donc la résistance à la fatigue. Le fait que ton corps il puisse performer à un bon niveau ou à un bon niveau par rapport à ses capacités propres, forcément, même après une charge de travail importante ou alors un temps d'effort important. Donc, ça, c'est un des intérêts des sorties longues pour ceux qui préparent soit des courses en vélo, soit des efforts type semi-marathon, marathon ou au-delà en course à pied. Ça peut être en trail aussi. L'intérêt des sorties longues, c'est de développer cette résistance à la fatigue. Et je dirais que si tu veux performer sur des temps ou des distances plus longues, c'est une pièce incontournable de l'entraînement. Au même titre que si tu veux performer sur un 5 km, il faut faire des entraînements à VO2 max. Si tu veux performer sur un effort qui fait 2 heures, si tu fais jamais de sortie longue et que tu fais que des bouts de 30 minutes, ce sera pas optimal et certainement pas suffisant pour t'épanouir ensuite sur un temps ou une distance plus longue. Donc, il y a cet avantage-là des séances continues et longues. Après, forcément, bah, ça prend du temps. Donc, je dirais pas que les 3 fois 30 minutes vont remplacer l'heure et demie en continu. Par contre, tu vas grandement limiter les pertes par rapport au fait de ne pas du tout faire ton heure et demie, ni tes 3 fois 30 minutes. Donc forcément, si tu veux cet aspect durabilité, même si c'est pas toutes les semaines, même si c'est une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines, ben, faire une sortie longue ou alors faire une longue rando, des trucs comme ça peut être super intéressant pour maintenir ce paramètre de durabilité, de résistance à la fatigue dans le temps. Mais je dirais pas qu'on peut remplacer complètement ces séances longues avec des séances courtes. Ok. En gros, c'est un peu l'analogie que tu faisais tout à l'heure sur le moteur et la carrosserie. Hmm. Si je m'amuse pas à faire des sorties longues de blocs d'une heure et demie ou autre, potentiellement qu'avec mes séances de 30 minutes de basse intensité, je vais pouvoir rafistoler les morceaux et avoir quelque chose qui ressemble d'un point de vue cardio aux bénéfices que je pourrais avoir sur une sortie longue à basse intensité. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais pas réussir à habituer mon corps d'un point de vue structurel à absorber les chocs et tout ce qui s'ensuit. Tout ce No- qui- not- Notamment structurel, mais aussi au niveau physiologique. Hein, on sait par exemple, on reprend l'analogie de la voiture, et ben, la voiture, si tu la roules pendant, disons, une heure et demie, et ben, c'est comme si au début de ton voyage, tu as 250 chevaux. Mais à la fin de ton heure et demie, tu n'as plus de 150 chevaux parce que justement ton corps il fatigue et peut-être que pour une personne lambda, tu es à 250 chevaux au départ, mais après une heure et demie, t'es à 200. Ok. Si tu fais régulièrement des sorties longues, eh ben, tu auras 250 au départ, tu auras peut-être 230 à la fin. Ok, donc c'est le fait de limiter en fait cette perte d'efficience, cette perte de performance avec le temps et la durée et avec le travail. Donc c'est ça que tu vas potentiellement pas pouvoir travailler si tu fais pas des sorties longues. Mais encore une fois, ça peut se faire plus sporadiquement qu'une fois par semaine si tu n'as pas de contraintes de performance sur ces distances longues. Ok. Fin de la parenthèse, merci. Euh, euh, Là, je voudrais faire un petit crochet rapidement. On arrive sur les dernières questions. Qu'est-ce que tu penses et est-ce que tu as de l'info à donner sur tout ce qui touche à la variation de la température corporelle et plus précisément l'utilisation de sauna ou de bain froid sur la longévité? Alors, je peux pas m'exprimer sur la longévité en tant que telle parce que j'ai pas les datas en tête. Après, je sais. Il me semble, si je me souviens bien, qu'il y a des liens intéressants entre la longévité et l'utilisation notamment des saunas. Les bains froids, tu sauras mieux que moi parce qu'il me semble que tu t'es plongé littéralement là-dedans un petit peu plus, en tout cas récemment. Alors, je pense qu'il faut d'abord considérer le fait que ces interventions, ça reste des stress. D'accord? C'est des stress que tu appliques sur le corps, soit du froid, soit du chaud. Et si tu peux en récupérer, si tu peux l'absorber, si tu peux le tolérer, on va avoir un effet positif via l'adaptation, le principe de l'hormèse. Le corps il va s'adapter au stimulus que tu lui imposes et ça peut être très bénéfique dans un sens comme dans l'autre. Euh, Après, il y a d'autres choses à considérer aussi. Est-ce que dans les études qui montrent que faire du sauna 3 fois par semaine, ça t'aide à vivre plus longtemps?
Est-ce que c'est juste le fait que ces gens font du sauna ou c'est parce qu'ils font du sauna et typiquement ce comportement il est aussi associé à une vie plus saine, mieux manger, être actif physiquement et c'est ces autres facteurs confondants qui font que ces personnes vivent plus longtemps. À mon sens, il n'y a pas de manière de le départager scientifiquement parlant. Donc, je pense qu'il faut toujours aussi faire attention avec les études qui disent que tel ou tel élément indépendant nous permet de vivre plus longtemps parce que concrètement, on ne peut pas le départager statistiquement parlant, hein. Et on ne peut pas se défaire de tous les facteurs confondants qui font partie de la vie de tous les jours et qu'on ne peut pas simplement dissocier comme on le ferait dans un labo avec des conditions très, très restreintes. Donc ça, ce serait la première chose. Après, je suis convaincu du fait que ces interventions, ces stress au niveau de la température, de l'environnement qu'on peut appliquer, ils sont bénéfiques. Ils sont bénéfiques parce que ton corps va être plus à même de gérer des changements justement de température, que ce soit vers le bas et ou vers le haut. Et ça, c'est très très important. On le voit aujourd'hui, les gens ils vivent à 20 degrés toute l'année. À l'intérieur, quand il fait froid, ils mettent une grosse doudoune. Quand il fait chaud, ils n'arrivent pas à se réguler au niveau de leur température. À mon avis, plus tu peux avoir en fait une fourchette de température dans laquelle tu peux opérer, alors peut-être pas de manière optimale, mais que tu peux tolérer en tout cas, et mieux ce sera pour toi et ta santé. Parce que sinon, bah forcément, tu vis toute l'année à 20 degrés, et puis d'un coup, il fait 15 degrés, tu as oublié ta veste, et puis boum, tu tombes malade parce que tu n'as aucune capacité à tolérer du froid. Alors que si tu fais des bains froids régulièrement, ou si tu t'exposes même au froid de manière régulière, ce matin, là, il fait pas froid, froid, mais je crois qu'il faisait 7 degrés ce matin, quelque chose comme ça. J'étais en short. Alors, j'avais ma petite jaquette parce qu'il y avait pas mal de vent, du coup, j'avais froid, mais je sais que c'est mieux pour moi d'avoir un petit peu froid que de tout le temps être super cosy quand je sors. Au même titre que, soit sur le vélo de temps en temps, mais typiquement, quand je prends un bain, j'aime bien prendre un bain qui est bien, bien chaud. Alors, c'est pas pareil que le sauna, on le sait, mais c'est un stress. Et quand tu commences à avoir la goutte au front parce que tu transpires à cause du bain, bah, tu sais que c'est chaud et tu sais que ça, ça a un effet sur ton corps qui va être bénéfique aussi. Donc, je pense qu'on peut pousser jusqu'au bain froid et jusqu'au sauna, mais on peut aussi se dire, mets une couche de moins que ce que ta maman te disait pour aller dehors. Donc, aie un petit peu froid quand tu es dehors, ça te fera pas de mal, ça te fera du bien. Et puis, n'hésite pas à t'exposer à la chaleur aussi, que ce soit dehors ou alors dans le bain. Et ça va avoir des effets positifs. Après, encore une fois, sur la longévité en tant que telle, je pense que même s'il y a des études qui ont montré X, Y ou Z, il faut regarder comment elles ont été faites et bien prendre en considération le fait qu'on ne peut pas contrôler pour tous les éléments de la vie et les comportements des gens qui font ça et qui font pas ça. Mais typiquement, tu vois, si je prends un segment si je prends 100 personnes qui prennent des bains froids, il y a de grandes chances que par rapport à 100 personnes lambda de la population, ces personnes qui prennent des bains froids ont conscience de leur santé, mangent bien, font peut-être des exercices de respiration, gèrent bien leur stress, sont actifs physiquement. Et donc, l'un dans l'autre, ce sera bénéfique quoi qu'il arrive. Et j'encouragerais les gens à sortir un peu de leur zone de confort de ce point de vue-là, d'aller dans le sauna de temps en temps, d'aller dans les bains froids, et que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Pas facile à dire, mais elle est là, elle est placée. Voilà. Ok. Dans... Rapidement, ça m'amène à penser à un truc. Est-ce que finalement, un endroit sur la planète où on vivrait, où il ferait tout le temps sensiblement la même température, serait moins bien qu'un endroit où où il y a plus de variations de température, logiquement. Hum, je pense que ça dépend quel type de température on parle. Je pense que si tu es proche de l'équateur, c'est idéal d'un point de vue de l'exposition au soleil, si on revient à ça, parce que toute l'année, tu vas avoir un soleil qui est haut dans le ciel, toute l'année, tu vas avoir une production de vitamine D importante et donc une fonction métabolique et une fonction immunitaire qui va être amplifiée par cette exposition au soleil. Donc dans ce cas-là, il y aura peu de variations de température à l'année, ou en tout cas moins comparé à là où on se trouve aujourd'hui, mais qui sera bénéfique. Par contre, si tu es au pôle Nord, eh ben, il fait froid toute l'année, donc il y a moins de variations et ce ne sera pas aussi bénéfique. Mais là-dessus, on peut toucher un point intéressant pour revenir au soleil aussi, c'est d'où tu viens au niveau génétique. Hein, les Inuits ne sont pas faits pareil que les Kenyans, par exemple. Hein, je ne pense pas pour rien que les personnes qui viennent des latitudes très très au nord et même très très au sud sont plus adaptées à digérer des graisses, notamment tout ce qui est des graisses animales, et à vivre avec ce genre
de nutrition bah, toute l'année parce qu'ils n'ont pas ils ont pas de jardin, de salade à aller chercher au milieu du Groenland. Alors que les gens qui sont au milieu de l'Afrique et qui mangent des patates douces ou ce genre d'aliments riches en carbohydrates toute l'année, eh ben, il y a un lien avec le soleil, il y a un lien avec d'où vient ton paquet génétique et ce pourquoi tu es adapté à la base. Et ça, on l'oublie, je pense, un petit peu dans toutes les réflexions sur la nutrition, sur la santé, etc. Mais je pense que de se poser la question d'où viennent tes ancêtres peut te donner quelques pistes de réflexion sur pourquoi tu es fait à la base et essayer de peut-être tendre vers ça, ou en tout cas de tester deux, trois trucs dans ce sens-là pour voir qu'est-ce qui te convient le mieux. C'est pas le seul élément, parce qu'il y a la génétique, il y a l'épigénétique, comment est exprimé ton matériel génétique. Et ça, on sait que c'est grandement influencé par ton environnement, donc ces choses-là vont changer. Mais on a quand même un matériel de base qui est d'une certaine manière. Et donc ça, je pense que c'est intéressant de le considérer. Ouais, c'est, à mon sens, peut-être l'avenir. Peut-être l'avenir il me semble que ça existe déjà, hein, tout ce qui est test génique qui te permettent d'avoir un peu plus d'idées sur d'où tu viens et aussi sur qu'est-ce qui est mieux assimilé par ton corps dans ce que tu manges. Mais je pense qu'à terme, on aura des tests un peu plus complets que ça et qui nous permettront d'avoir, bah, moi, je suis plus de tel type d'aliment. Hmm. D'ailleurs, c'est un peu là-dessus qu'est fondé. Merde, j'ai perdu le terme. C'est pas la naturopathie, c'est quoi? Tu sais, t'es Vata, Pitta ou je sais plus quoi, comment ça s'appelle? Ouais, j'ai pas le terme en tête, mais je vois ce que tu veux dire. Et en gros, t'es plus terre, t'es plus air, et Hmm. en fonction de ça, tu dois manger de tel type d'aliment ou plutôt tel type d'aliment. Et donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre qui est régi par ça. Euh, Et pour peut-être pour ajouter, vu qu'on était sur le sujet de la VO2 max, pour ceux qui seraient un petit peu curieux de voir comment ça se manifeste concrètement dans le fonctionnement des mitochondries, on y revient, et donc l'expression de la VO2 max, parce que l'oxygène, il est utilisé à l'intérieur de tes mitochondries. Donc la VO2 max, ah oui, c'est la tienne, mais sans mitochondries, il n'y a pas de VO2 max. hmm. Parce que sans mitochondries, tu ne peux pas utiliser l'oxygène. Et c'est vraiment ça qui fait que tu as une VO2 max, c'est que tu as une grande capacité mitochondriale et les capillaires qui vont avec, et le transport du sang et le grand cœur qui va avec aussi. Et donc, pour parler de cette VO2 max et de l'impact de la latitude sur la VO2 max, eh ben, il semblerait que typiquement, les personnes qui viennent de l'équateur, on va dire pour faire simple, vont pas avoir des VO2 max très très grandes quand on les mesure. Par contre, elles ont ce qu'on appelle un couplage mitochondrial qui est élevé. Ce qui veut dire qu'il y a une perte d'énergie sous forme de chaleur dans le processus de respiration cellulaire qui est assez faible. Donc, on va dire qu'il y a un couplage qui est haut, qui est efficient. Donc, il y a une perte de chaleur qui est moins importante que quelqu'un qui va venir des latitudes nord, par exemple les Norvégiens. On peut prendre ces sportifs-là, par exemple. C'est typiquement chez les populations nordiques qu'on le retrouve les plus grandes VO2 max. Mais concrètement, sur le terrain, ça ne se traduit pas nécessairement par des performances plus hautes, parce que forcément, si tu viens d'un pays où il fait froid, eh ben, c'est adaptif, c'est avantageux pour ton corps de produire plus de chaleur. Et donc, il y a un couplage ou un découplage mitochondrial plus important, ce qui fait que pour une certaine quantité d'oxygène consommée, eh ben, le rendement, il est un petit peu moins bon. Mais le fait que ce rendement soit moins bon veut dire que tu produis plus de chaleur, ce qui pour ces populations-là est adaptif. Et donc c'est une pièce de plus dans la tirelire de la latitude peut nous apporter des réponses vis-à-vis du soleil, vis-à-vis de la température, vis-à-vis de l'environnement et de la manière dont on a évolué. Incroyable. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'excite, ça. Et je suis intimement convaincu qu'on est fait pour vivre à un endroit plutôt qu'un autre. Hmm. Enfin bref, on s'écarte un petit peu du sujet. Mais ok. J'avais une autre question que je voulais te poser. Ah oui, est-ce que tu connais Brian Johnson? Ça te parle ou pas? Le nom me dit quelque chose, rappelle-moi ce qui. Rappelle-moi. Brian Johnson, multimillionnaire américain qui investit toute sa fortune Ah, dans, les compléments là? alors, voilà, entre autres les compléments, mais en Ouais, gros, il investit ouais, tout son argent pour mettre en place tout un processus pour rajeunir. ouais, ouais, Il y a tout un reportage sur Netflix, tout ça. ouais, Tu connais un peu son. Il a créé des protocoles. Et oui, un protocole cardio, un protocole renfo, ouais. que tu as suivi un petit peu ou pas du tout?
J'ai pas suivi, non. Ok. Sinon, j'aurais pu un petit peu creuser avec toi là-dessus, savoir ce que tu en pensais. Mais si t'as pas la ref, je l'ai pas beaucoup plus que toi, donc on va pas pouvoir étayer là-dessus. Mais par contre, ça m'amène sur un sujet, c'est est-ce que tu crois qu'on peut entraîner son cœur à rester jeune? Ou à l'inverse, à redevenir plus jeune? Je pense que ça dépend comment tu définis la jeunesse, mais clairement, tout est plastique dans le corps. Le cerveau, les muscles, le cœur, tout est changeable en fait. Tout s'adapte. Les muscles, tes muscles, ils s'adaptent. Si tu fais du renforcement lourd, eh ben, ils s'adaptent parce que tes muscles sont attachés par tes tendons à tes os. Et quand tu tires sur les muscles, ça tire sur les os et ça fait plus d'os. Et ça fait des os qui sont plus denses, qui sont plus résilients. Donc tout s'adapte dans le corps en fait. Et de ce point de vue-là, le cœur, ben, il n'échappe pas à la règle, il s'adapte aussi. Et donc, si tu l'entraînes et si tu le sollicites, eh ben, il va se développer et tu peux, entre guillemets, gagner de l'âge physiologique ou de l'âge anatomique en t'entraînant et en ayant une meilleure condition physique. Et encore une fois, on a vu que tu peux améliorer tes qualités de vie, ton espérance de vie, réduire tes risques de toute cause mortalité avec plus de force et une meilleure condition physique. Donc oui, dans ce sens-là, rajeunir, encore une fois, ça dépend ce que tu veux dire, mais est-ce que tu peux à 45 ans avoir un cœur qui est plus performant qu'une personne de 25 ans? Bien sûr, tu peux. Bien sûr que tu peux. Après, il faut faire le travail qui va avec. Et il faut le faire de manière régulière. Et c'est ça qui nous apportera les résultats au final. Ok. Et dernière question avant de passer au oui-non. À titre perso, je suis bêta-thalassémique, ça te parle? Non, Bêta-thalassémie, c'est une maladie dans laquelle j'ai, en gros, si tu veux, des toutes petites globules rouges, d'accord? mais en plus grand nombre que la moyenne. Ouais. Euh, et donc, j'ai un transfert de l'oxygène qui se fait plus ou moins bien en fonction de différents critères. Mhm. Et j'aimerais trouver quelqu'un qui soit en mesure de me répondre sur différentes questions, sur est-ce que ça me limite dans mes entraînements? Est-ce que enfin, quelles actions je peux mettre en place pour limiter l'impact de ces petites globules rouges? Voilà, comprendre un petit peu plus cette pathologie et surtout l'entraînement que je peux mettre autour de ça, quoi. Ouais, malheureusement, j'ai pas de connaissances là-dessus et je m'aventurerai pas à te donner des recommandations sur quelque chose que je connais pas. Ok. Mais je pense que ça doit se trouver soit des gens compétents là-dedans, soit des études qui ont déjà été conduites sur ce genre de situation. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire différemment? Est-ce qu'on doit faire quelque chose différemment? Euh, je veux dire, le plus important, c'est que tes entraînements s'adaptent à toi et à ta condition actuelle. Et tant qu'il n'y a pas de contre-indication médicale concernant certaines approches, à mon sens, si j'écrivais un programme pour toi, il ne serait pas différent d'un autre. Après, peut-être qu'il y a certaines choses auxquelles tu réagis mieux que d'autres, certains types d'entraînement qui, je ne sais pas, pour une raison que je ne connais pas, t'affectent plus que d'autres dû à cette condition. Mais, et dans ce cas-là, j'adapterai forcément en conséquence. Mais sur le papier, comme ça, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être limitant. Ok. Non, mais clair. Pas de, Pas de problème là-dessus. La dernière partie, Sean, c'est 10 questions, format rapide. On n'étaye pas. On essaye de répondre oui, non, et on donne un tout petit bout de phrase complémentaire si on sent qu'on a besoin de complémenter. Euh, Peut-on vivre vieux sans jamais faire de cardio? Oui, La VO2 max est égale à l'espérance de vie. oui, mais Le HIIT peut remplacer complètement le cardio long. non. Le cœur s'use-t-il si on l'utilise trop? Je, je pense pas pouvoir dire non en bonne conscience, mais il faut vraiment que ce soit dans des proportions que
99,99% des gens n'atteindront jamais, même s'ils le veulent. Ok. La sédentarité est-elle plus dangereuse que de fumer? Oui, Est-ce que tout le monde devrait connaître sa VO2 max? non, Peut-on s'entraîner intelligemment sans ceinture cardio? oui, Tu crois qu'un simple protocole peut inverser 20 ans de vieillissement du cœur? oui. Est-ce que la santé mentale dépend aussi de ton cœur? Euh, non, ça dépend pas. Est-ce que c'est corrélé? Très certainement. Ok. Peut-on rester jeune grâce au sport? Oui. Voilà. C'est là-dessus que on va finir ce petit épisode de podcast. Encore un grand merci, Sean, pour ta dispo, pour la clarté de tes messages et de tes informations. C'est toujours hyper enrichissant pour moi et j'espère pour beaucoup d'autres de venir discuter avec toi et échanger sur ces sujets qui, en tout cas, moi, me passionnent, qui sont le corps humain, le vieillissement et comment améliorer et optimiser tout ça. Mm. Et j'espère que tu auras passé un bon moment. Écoute, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je pense que c'était une bonne conversation que tu as bien menée avec les points importants pour monsieur, madame, tout le monde, pour les gens qui écoutent et essayer de concrétiser en fait les informations. Comme je disais au début, je pense que ma casquette de coach, elle est plus importante que les autres casquettes que je peux avoir. Et j'espère qu'on aura pu faire le lien entre la théorie et la pratique et concrètement donner des pistes d'amélioration pour les auditeurs. En tout cas, toujours un plaisir d'être sur le podcast. Je reviens quand tu veux. Hâte d'avoir les retours des auditeurs sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Super, bah écoute, un grand merci et puis bah je te dis à bientôt. À tout bientôt, merci. Salut. Ciao.